Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Combat Sport, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à une immense star des sports de combat et des arts martiaux, non seulement en France mais dans le monde entier, c'est Jérôme Le Banner. Salut Jérôme. Bonjour. Alors aux côtés de Jérôme, il y a également Mélissa Galland qui est notre réalisatrice attitrée pour le tout nouveau magazine qui est maintenant sur Combat Sport, c'est JLB. Jérôme Le Banner, voilà Mélissa, bienvenue. Merci. Et puis notre troisième invité, c'est Pascal Iglicki, toujours avec le sourire. Pascal, ça fait 30 ans que tu as le sourire, il faudra quand même que tu nous dises la recette parce que c'est quand même quelque chose ça. C'est toi qui me l'as donné. Voilà, Pascal Iglicki, journaliste vedette du magazine Karaté Bushido et puis grand compagnon d'aventure de Jérôme Le Banner, que ce soit dans la vie sportive ou dans la vie privée. Voilà. Hein, vous connaissez très bien tous les deux. Alors, on va commencer par le début. Jérôme, déjà merci d'être avec nous parce que je sais que ton emploi du temps est très chargé entre les tournages, les entraînements, les combats. Mais d'abord, comment tout cela a commencé? Parce que tu es du Havre, hein, c'est là que tu es né. C'est ça. Et pourquoi les sports de combat voilà. À la base, pourquoi les sports de combat? J'ai commencé par les arts martiaux quand j'étais tout jeune, puisque ma maman voulait pas que je fasse de boxe, puisque mon père avait eu un passé un peu archaïque avec la boxe. Donc elle avait des mauvaises ondes quand on lui parlait de boxe. Donc j'ai fait les arts. J'ai commencé par le judo à 6 ans avec Jean-Claude Kellien au Havre. Puis à 14 ans, j'ai décidé d'enfiler le kimono de karaté parce que j'étais un Bruce Lee. Voilà, j'ai vu la fureur de vaincre. La grande époque. Ouais. Voilà, Bruce Lee. Donc je dis tiens, il y a des jambes, ils vont me servir à autre chose que marcher. Le foot, c'était pas du tout ce qui était sport collectif. Alors là, fallait oublier. J'ai fait des essais qui étaient nazes. Et puis à 18 ans, j'ai commencé la boxe américaine avec Sami Soltani à l'époque et Philippe Vasse. Et puis 1 mois et demi après, je m'inscrivais pour un tournoi open à la salle à Pierre de Coubertin. Voilà, c'est ça. Ta première salle? C'est ça. Non, ma première compétition. Première compétition, c'est ça. Première salle de compétition. Semi-complète, ouais. Première peur, première victoire, et puis voilà, j'ai commencé comme ça. C'est pas mal quand on commence par une victoire comme ça. Ouais, c'est sympa. C'était quoi ton truc à cette époque-là? C'était plutôt les poings, plutôt les jambes? C'était plutôt les jambes. Moi, j'ai commencé tout seul dans un garage, dans le garage de chez mes parents, avec les bouquins de Bruce Lee. Les bouquins pas de l'acteur, de l'artiste d'arts martiaux. Oui, de Jet Kundo. Jet Kundo, donc pied droit en avant. Tu es droitier, ton point plus fort doit être en avant. Donc droitier j'étais, donc là puis mon pied droit, ma jambe droite, et puis j'avais quand même dans la tête c'était Dominique Valera, Bruce, comment s'appelle, Joe Lewis, Bill Wallace, et ça voilà. Et donc moi c'est jambe avant, sidekick, Yoko Giri, Maoshi. Mais alors tu veux dire que quand tu as mis ta jambe droite devant, à la base t'étais pas gaucher alors, c'est ça? Pas du tout, parce que c'était écrit dans le Jet Kundo, c'était écrit dans les bouquins. C'est par Bruce Lee que t'es devenu gaucher en combattant. C'est ça. Ça c'est pas banal. C'est ça. D'accord. Et tu es resté dans cette posture de gaucher? Après, quand tu fais ça pendant 4 ans, et puis qu'on te dit, non mais monsieur, vous êtes droitier ou gaucher? J'ai dit droitier, donc je suis plus gauche avant. Ah non, je voulais pas. D'accord. Le bretonanisme, le breton venait. Ouais, il fallait absolument que. Voilà, c'est comme ça. La tête dure, quoi. La tête dure, déjà. Alors, ça, c'était les tout débuts. Ouais. Tu étais dans quelle catégorie à cette époque-là? Déjà, poids lourd. Ouais. Poids lourd. Moins de 91 kilos, je faisais des régimes draconiens. Parce qu'après, j'ai changé d'entraîneur. Donc, j'étais avec mon pote, donc René Pellet, au Havre. Et puis, je faisais des régimes pour pas dépasser 91 kilos. Et ça, tu avais quel âge, là? J'avais 18 ans. Ouais, ah 18 ans, déjà, déjà, d'accord. Et au niveau des adversaires, tu devais pas trouver quand même grand monde sur le territoire? Non. Et puis, en plus, non, enfin, il y en avait quelques-uns, mais bon, ça, on se tournait autour, quoi. Enfin, en Normandie, il y en avait 2, 3. Donc, s'il y en a un qui manquait l'appel, c'était bon, t'étais chez moi en Normandie. Moi, j'en foutais de ça. Et après, championnat de France.
Mais je suis vraiment passé au truc professionnel, rapidement. Rapidement. Alors, le truc professionnel, comme tu l'évoques, Boxe américaine. voilà, boxe américaine, mais quelque part, tu restais un régional. Hein, tu bougeais pas beaucoup, voilà, tu te déplaçais pas. Est-ce que tu aurais pu imaginer à cette époque-là, là, quand tu repars en arrière, et que tu rappelles l'aventure du K1 hein, qu'on va évoquer maintenant, est-ce que tu aurais pu imaginer à ce moment-là tout ce qui s'est enchaîné ensuite? Imaginer, je veux dire, imaginer, non. Rêver, oui. Le sentir, oui. Pas le rêver, le sentir. Je sentais qu'il y avait une présence autour de moi. C'est mystique. Et je savais que ma destinée, c'était ça. Quand j'ai pris des décisions dans ma vie, au moment où j'étais dans un carrefour, je suis au stop et je me dis, on l'école, le directeur est là, monsieur Le Banner, je vous vire là une semaine. Par contre, il faut revenir, il faut être conscient de la chance que je vous donne de revenir. Ok. Et je partais. C'était la boxe américaine à l'époque et personne, quand je dis ça à ma mère, c'est comme si j'avais dit dans les années 1960, je veux être clown, maman. Donc tu veux dire, là, quand le directeur de l'école t'a dit vous revenez, tu n'es jamais revenu? Je suis jamais revenu, D'accord. Je me rappelle, j'étais chez Daniel Rolesson, et puis le lendemain, 3 jours après, j'avais dormi je ne vais pas jouer à Cosette, mais j'avais dormi dehors et tout, et je vais été voir Daniel Rolesson, je me rappelle toute ma vie. Au Full Karaté Club, c'est ça? Au Full Karaté Club, le FKC. Le FKC. Voilà. Et il m'a dit, non, monsieur, Jérôme, il me dit, je vais être honnête avec toi, un poids lourd en France, au niveau mondial, tu arriveras jamais. Tu arriveras jamais. Et un monsieur qui est mort aussi, qui était ami avec Dominique Valera, qui avait au club, comment il s'appelait? Philippe Coutlas? Non, à Paris. Richard Dieu. Richard Dieu. Pareil, j'ai fait une séance chez lui, je donnais tout forcément. Il m'avait dit, non, en France, vive de la boxe. À part, il y avait Kelly Rayo à l'époque, et d'autres. Mais dit, vive de la boxe. Non, mais moi je serais ton père. Reprends les écoles. Voilà, fais autre chose. Il n'avait pas tort, quelque part. Le marché intérieur n'était absolument pas propice. C'est clair. Voilà. Et un jour, je te promets, quand je vais dans Marchand de Journaux, il y a un magazine qui n'existe plus, et je vois ces arts au Japon et tout ça, et que vous vous appelez dans les semaines qui suivent. Le présage, quelque part, que tu avais eu en te disant « ce sera ça ma vie », d'un seul coup, il se met à se réaliser. Moi, j'ai pas été surpris. Voilà, toi, tu n'as pas été surpris. Quand j'ai eu ce coup de téléphone, je ne suis pas surpris. Par contre, ceux qui ont été surpris, c'est le public japonais qui t'a découvert là-bas pour la première fois. C'est le staff du K1 qui était toujours à la recherche de non seulement de très bons combattants en poids lourd, mais aussi de personnalités. Parce que c'était ça qui était très important. Moi, je me souviens avoir rencontré Kazuyoshi Ishii, le fondateur du K1, avant qu'il fasse cette grande compétition, le K1 GP. Et il faisait une compétition qui s'appelait donc Who's Number One in Japan, avec déjà ce concept, tous les styles étaient invités, et puis voilà, c'était le meilleur qui sortait. Et le K1, finalement, a très vite été établi comme la référence mondiale. Tu as débarqué au K1, d'un seul coup, tu n'étais pas spectateur, tu rentrais sur la scène du cirque. C'est la première fois que je jouais ça, moi je ne l'avais pas vu, mais cette équipe, ce Hollande, il venait toute un région. C'est ce grec, ce Australien, Sam Greco, avec Stan Angelis, qui avait le même manteau noir, je me rappelle toute ma vie, noir, c'était l'hiver. Des bras comme ça, toute la même équipe est habillée pareil. Nous, on est habillés, je me rappelle, Walter, avec la casquette comme ça. Moi, un vieux short poivre. Hein, tu te sentais déphasé, décalé? Complètement. Ah oui. Et puis c'est pas ça. Mais ça me faisait rigoler, déjà. Oui, c'est ça. T'arrives tout d'un coup et... Tu vois, les magazines qu'ils lisaient, tout d'un coup, ils se retrouvent face à cette élite. L'élite, elle est devant toi. Moi, Stan The Man Nongenedi, j'en entendais parler, je l'avais jamais vu. Je connaissais bien Peter, je connaissais bien Ernesto. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec l'élite mondiale, quoi. Et je me rappelle, toute ma vie, on est dans le hall. Il y a plein de Japonais qui viennent parce que c'est le moment où on fait la pesée, le machin et tout. Ça va. Et à un moment donné, les Japonais les fans viennent te prendre en photo. Moi, ma première réaction, on fait les photos après, on fait pas les photos avant. Et je me rappelle, un peu indien sur les bords, j'avais dit non, j'avais peur qu'ils veulent mon âme, tu vois. J'ai dit non. Et Stan Angelis, c'était moi, mais tu sais, Jérôme, je te connais pas, mais c'est quand même grâce à eux qu'on est là, en ce moment. C'est une phrase qui m'a résonné dans la tête. Et la fois d'après, c'était autre chose. Et je me rappelle, il y avait aussi Diesel Noy. Diesel Noy qui était là. En m'entraînant avec Robert Rick, qui avait fait une partie de sa carrière, qui s'est entraîné à la dure en Thaïlande, qui avait été chez Diesel Noy, je vois ce mec-là.
Oh, et là, c'est plus, à la limite, même ça, je dis que des Oui, découvertes oui. impressionnantes pour le cœur. Oui. Et puis le jour où on arrive au Caracoen, où est-ce que je vois ces gens? Je me rappelle, il m'aurait fallu une paire de jumelles pour voir, mais c'est pas possible, on est où là, je me rappelle, hein. Et ça pétait de tous les côtés et tout. Et nous, c'est marrant. Tout le monde avait le droit d'aller un peu Et nous, les Français, on devait déjà avoir eu des expériences négatives. Nous, on était bloqués dans le tac. Donc, tac, 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 tout se passe. Enfin, il y a Mike Bernardo qui boxe et qui boxe royablement contre Andy Hug et qui le met KO à la deuxième. Alors là, lui, c'était en une soirée. Ah bah là, oui. C'était le Il a eu roi. son statut de star immédiatement. Ouais. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, je rencontre ce Thaïlandais qui me regardait pas, qui avait justement un palme. Enfin, il avait une histoire derrière lui, c'est que le mec avait tué un mec avec un adversaire sur un high kick gauche, je me rappelle. Il avait un espèce de grand aigle sur le short. Et le premier shoot que je prends, je me rappelle, je bloque, et je dis, oh, ça fait pas si mal que ça, c'est bon. Je me rappelle tout ça. Voilà. Et après, let's go. Et le mec, c'était un sac de frappe. Et il paraît que lui, il n'a pas dit la même chose quand il a pris son premier coup. Ah ben, c'était un sac il a essayé de faire des choses, ça, le protégeant parti, mais ça a mis comme synchrone, tu vois. Donc moi, tu vois, en descendant du ring, j'ai pas eu cette même ovation que Mike Bernardo, après, bien sûr. Je n'ai pas dit, mais non, attends, je l'ai battu il y a un an, je vous le prouve, je l'ai battu il y a un an. Non, ils s'en foutaient de ça, c'était là. Enfin, tu avais passé ton test. Ah non, voilà. Mais bon, comme je lui dis, il faut que je retravaille plusieurs. Donc là, on retravaille. Et après, donc la finale où bon, je bats s'attaquer, je bats Bernardo, tu vois. Et à la fin, contre Hart, donc là, j'ai le nez qui était déjà. Bernardo m'avait bien mis sur le côté. Il a commencé à me transformer le nez en forme de virgule Mike. C'est Mike qui a commencé. Ah ouais, lui. Et le fait de rencontrer Hart, honnêtement, j'étais plus fan de. Tiens, vas-y, moi, fais comment tu fais. Voilà. Je me rappelle, il était grand, il a une tête de bulle terrier. Là. Tu t'es mis en scène un petit peu. C'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, on va voir là, pendant qu'on évoque le K1, on va voir des images qui ont été faites en 2007. C'était au Tokyo Dome, hein, une des dernières fois où il y a eu le K1 Grand Prix au Tokyo Dome. 80 000 personnes, bref. Ouais. Et on te voit dans les vestiaires avec les bandes. Il y a ton entraîneur, là, René Paulet. Ouais. Il y a ton manager aussi, Olivier Muller, qui est à côté de toi. Puis il y a Alors ça, c'est quand même une sacrée ambiance. Hein. Tu évoquais la première fois que tu es arrivé. Mais j'imagine qu'à chaque fois que tu es allé au Japon, tu as été pris hein, dans c'est immense, quoi. Hein, je disais il n'y a pas longtemps, quand on est revenu du Dream, là, Dream Glory, le Japon change beaucoup de gens. Ça a rincé des gens autour de moi, dans le bien, des fois dans le bien, mais souvent des gens voulaient, surtout à l'époque, il n'y avait pas Eurosport, il n'y avait pas tout ça, tu vois, ils voulaient toute l'émotion qu'ils avaient eue pendant cette semaine, ils voulaient la retranscrire dans notre région, au Havre, ou Paris, ou autre chose. Impossible. Ouais. On était dans le berceau des arts martiaux au Japon. Ouais. Ils voulaient faire la même chose, donc moi j'ai vu des gars craquer. Moi j'ai vu d'arriver dans la chambre des mecs, dire je ne reviendrai plus au Japon. Et je dis, mais arrête José, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils craquaient. Ouais, il y en a qu'un qui n'a pas craqué, c'est Alice Haddock. Mais lui, il a déjà craqué dans la tête. Et Olivier Muller n'a pas craqué. René voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance assez exceptionnelle. Hein. Mélissa, tu as accompagné Jérôme là, toutes ces dernières fois. C'est quelque chose que tu n'avais jamais vu, connu. C'est quelque chose de grandiose, d'indescriptible, il faut le vivre. Moi, je suis tombée amoureuse du Japon dès la première fois. D'ailleurs, ça me manque dès que j'y suis plus. Il y a ce respect de la nature, mais aussi de l'être humain. Cet amour de Jérôme aussi que tout le monde a. C'est magnifique, hein, c'est grandiose. Oui. Ah bah ça, là tu évoques les fans, c'est un phénomène de société, quoi. Le fan japonais, quand il est fan, il est fou. Hein. C'est absolument incroyable. Moi, je me rappelle avoir été avec toi, être au restaurant, le manteau, un manteau, je sais pas moi, à 3 000 €, et puis demander à Jérôme de faire une signature au feutre. C'est fou. Ça continue, ça, finalement. Alors, tu restes un chouchou, toi. Hein. Alors, pourquoi? Bon, il y a eu quelques anecdotes, mais c'est vrai que... moi, à un moment donné, quand j'ai eu le bras cassé, quand ils m'ont pas vu pendant 2 ans, j'ai dit, on m'oublie, c'est obligé. Et quand la première fois je reviens et qu'il y a cette ovation, mais je dis, c'est pas possible. Et honnêtement, c'est pas pour être chauvin, il y a toujours un peu plus. Oui, toujours. Il y a toujours un peu plus on va dire un tiers de plus que d'autres. C'est obligé, voilà.
Et à un moment donné, je leur ai demandé, mais pourquoi? Mais on me dit, attends, on t'a vu le bras cassé, plus ou moins le remettre et repartir. Mais pour nous, t'es le Bushido, quoi. Voilà, c'est ça. Ils adorent le code du Bushido, ils adorent le comportement samouraï. C'est normal, c'est leur culture, les Japonais. Et là, je disais très récemment, il y a un héros de roman qui s'appelle Nicolas Le Floch. C'est écrit par Jean-François Parrot. C'est un inspecteur au XVIIIe siècle. Là-bas, au Japon, il est considéré comme un samouraï. Voilà. Ouais. Et donc, ils sont très férus de cette lecture. Et je pense que toi, tu as démontré par ton mental et puis ton esprit un peu décalé. Hein. C'est vrai, t'es pas le combattant lambda qui est simplement dans la culture du combat. Tu es très ouvert. Parce que j'avais pas d'équipe ferme. Une équipe. Tu ne t'es jamais enfermé. Voilà, tu t'es jamais enfermé. Et Mélissa, qui t'a suivi, c'était en 2011 après le tsunami qui a malheureusement ravagé Fukushima. Et on va voir maintenant les images de ce Memorial Day où tu es allé, avec Mélissa, distribuer des repas aux enfants japonais notamment. Et là encore, ce sont des actions, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de combattants qui aient fait ça. Non, déjà par rapport aux radiations, il y a beaucoup qu'on ne comprend plus. Et en fait, pour revenir à ça, j'ai eu une invitation, on va dire 8 mois auparavant, juste après le tsunami. Le Japon me manquait, parce que par rapport au Carin qui était fini, toutes les enduits de taxes. Et puis donc ça me manquait. Les Japonais me manquaient. Le Japon, les Japonais, la nourriture. Et on me dit, voilà, écoute, il y a Inoki, je me rappelle Inoki parce que c'est un emblème japonais, pareil. Oui. Voilà, tu sais que Inoki, sa base, c'est le catch, le wrestling. Donc le catch japonais, voilà, la lutte. Et donc, on voudrait t'inviter. Mais en fait, on ne peut pas te payer comme le Cain faisait tout. On vous paye quelques petits trucs. Mais par contre, l'argent des télés et des shows vont être reversés aux enfants du... voilà. Et ça, Mélissa, tu l'as bien filmé. Tu es rentrée vraiment... on le voit dans ces images. Hein, c'est quelque chose où il y a énormément de sentiments. C'était tellement fort comme moment de voir tous ces enfants. Qui attendent. Et en plus, ils ont tout perdu et ils ont tous gardé le sourire. Ouais. Et voilà, tout le monde était tellement heureux, c'était vraiment touchant. Donc j'ai vraiment essayé de voilà, que mes yeux se sont dans la caméra et puis de pouvoir montrer ça à tout le monde parce que j'étais émerveillée et je voulais vraiment faire sentir la beauté la beauté de tout ça, de l'événement et tout. Et puis de voir Jérôme aussi qui est un grand boxeur et tout, mais qui devient tout d'un coup tout doux, tu vois. Voilà, c'était émouvant de le voir se transformer un peu pour les enfants. Mettre sa force justement au service des nécessités. En fait. C'est bien. Il y a un moment de joie aussi. De la moment de joie, parce que l'après-midi, on l'a fait encore. Mais voilà, c'est ça. Je fais un peu de sparring. Il faut dire aussi que chaque IGF, chaque organisation, les enfants justement, qui ont eu le tsunami étaient invités justement pour voir, tous les combattants en combat. Donc, pour eux, c'était un divertissement énorme et de pouvoir les rencontrer aussi, leurs idoles. Voilà, alors, on va rester dans les tournages et on va revenir ensuite avec toi, Mélissa, pour évoquer non seulement le nouveau magazine que nous diffusons sur Combat Sport. La première diff, c'est un mensuel. Hein. C'est tous les derniers samedis du mois à 20h30. Voilà, le rendez-vous est pris. Et tu as également fait des tournages aux États-Unis avec Jérôme. Mais alors ça, on va y revenir. Mais il y a aussi une grosse partie de ta carrière professionnelle qui maintenant se déroule dans le cinéma. Ouais. On t'a connu dans les Astérix et Obélix. On t'a vu dans plusieurs longs métrages qui ont fait des cartons. Tu en es où alors toi par rapport aux films passés justement et à tes projets futurs? Alors donc, tu as rebondi avec les grands longs métrages que tu as fait ou pas? Rebondi. Non, pas autant que j'aurais pensé. Voilà. D'accord. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand tu es sur le tournage d'Astérix et qu'on te dit, mais tu sais, Jérôme, c'est le temps de faire tes courses tout seul, tranquillement, à Auchan ou autre. Le temps a évolué, c'est fini. C'est fini. Ouais. C'est fini, Jérôme. Toi qui aimes ta tranquillité, ce que je t'entendais parler, c'est fini. Voilà, tu ne pourras plus jamais être tranquille. Ah bon, moi je suis là, à un moment ça fait un peu peur, tu vois. Ça te fait prendre un peu aussi l'oignon qui pousse, tu vois. Et puis après quand c'est pas que les gens regardent ça parce que puis vous ressemblez au voilà, ça s'est pas fait et heureusement d'ailleurs
que le violon n'est pas pris, parce que comme disait Jean-Yves Thériault à une époque, il me disait tabernacle, mon ami, plus la tête est grosse, plus elle est facile à viser. Voilà. Et donc les prochains trucs, c'est avec justement avec Alain Figlars, on va faire 8 épisodes pour une série qui s'appelle Tattoo. Ça s'appelait Tattoo, et donc je sais plus pour quelle chaîne que c'est, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Donc c'est en montage, enfin c'est en repérage et tout. Là, c'est pour ça que j'ai la barbe. On commence les essais costumes, et ça va se tourner au mois d'octobre-novembre. C'est sur, on est 2-3 copains et qui ont fait des guerres. Il y en a un qui a fait le Rwanda, l'autre Afghanistan. Il y a le Black qui a joué dans Gladiator, d'ailleurs, qui va être le tatoueur, parce qu'en fait on nous a implanté des puces, et puis je peux pas en dire plus. Voilà. D'accord, ok. Alors Mélissa, justement, Mélissa qui a fait des tournages vraiment intéressants, c'est qu'elle a intitulé Reborn, hein, donc la renaissance, parce que c'est vrai qu'on va pas se cacher les choses. Jérôme, tu vas avoir quel âge là? J'ai eu 40 ans. Hein. Bah voilà, il a 40 ans, bon, ça nous est tous arrivé, enfin pas à Mélissa, hein, non, pas encore, elle a le temps. Hein. Mais à 40 ans, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Ouais. Moi, je me souviens d'une déclaration qu'il m'avait faite, nous étions en Thaïlande ensemble, qui m'avait dit, moi, voilà, je suis au bord de la falaise, il y a le vide, le jour où je combats plus, ma vie est finie. J'ai toujours l'impression d'être au bord du gouffre. Est-ce que tu as un peu changé là-dessus? Justement, est-ce que cette renaissance n'est pas en route maintenant? Alors, ça s'est fait en plusieurs phases. Le fait, oui, ça c'était, bon, juste après, donc je suis parti au Canada, tournée Fatale. J'en avais marre. J'en avais marre de la. Enfin, attends, ça faisait 35 ans, 36 ans que je fais. Enfin, voilà, j'étais dans le bain, quoi. Déjà que je me supportais moi, et puis ça commençait à faire 15 ans que je mettre des coups de pied, les machins, puis l'hygiène de vie, déconner un peu, l'hygiène de vie, revenir à tout. Je trouvais plus le goût sucré, non, il y avait plus rien. Donc, en connaissant cette jeune demoiselle, vite fait, elle comprend vite. Elle me dit, mais c'est souvent des Hollandais qui gagnent les tournois, je vois, ou Nana, Overeem, c'est qui, t'as là. Elle dit, ouais, mais je dis là, ouais, c'est vrai qu'en boxe taille, c'est pas comme chez vous, ou Georges Saint-Pierre, c'est, voilà. Saint-Pierre, ouais. Voilà. Parce que je connais en plus, c'est bon. Et donc, bon, elle me dit, bah, mais pourquoi tu t'entraînes où, comment? Bah, je dis chez moi, donc, voilà, je mets les gants un petit peu à droite à gauche quand les gens veulent bien, quand ils peuvent, et voilà. Elle me dit, il faudrait que tu ailles t'entraîner en Hollande. Ah oui. Et elle, par rapport à ça, mais c'est son. J'avais lu plein de choses sur elle, et c'était marrant, elle me dit, allez, let's go. Je me rappelle, je reprends mon camion, allez, j'appelle Tom, parce que j'ai toujours été avec Tom. Tom Haring, le patron de Chakuriké, oui. Pour moi, dès que je passais la frontière belge, que je passais Gand, Verpen, et puis que j'arrivais, Breda et tout, dès qu'il me parlait hollandais, j'étais ça sur la même wave. Voilà, J'étais c'est ça. Et la Hollande, à la base, j'aimais pas. Tu vois, ils sont grands, et leur langage, et puis ça sentait trop, pour moi, ça sentait trop je pouvais pas être serein, tu vois. C'est la guerre. La guerre. Ah ouais, ouais. Bon, moi, c'est bien, c'est Tom Haring, c'est la guerre. Donc, Tom pour ça était royal. Tu vois, Oui, hop, oui. voilà. Oui. Donc, c'est une famille, voilà, c'est la famille. Son fils, le truc. Donc, ça s'est super bien passé. Et ça s'est super bien passé. Et puis après, voilà, allez, vas-y, Voilà, donc ça m'a redonné encore. Voilà. J'ai retrouvé, si tu veux, il y a un moment donné où est-ce que quand tu avais commenté avec Gilles Arsène, quand je boxe devant 100 000 spectateurs, le Pride ou le Dynamite. Oui, Dynamite. Et bah, là, à cette époque-là, on plaisantait sur les t-shirts, on aimait en acheter, les trucs. Et ben, ça m'a repris tout ça. Voilà, à Los Angeles, j'allais à Las Vegas, les trucs de l'UFC, les trucs de taille, de boxe taille. Voilà, je commençais à reprendre, tu vois, une nouvelle envie, le désir. La joie d'aller m'entraîner, voilà. Ce qui est un moteur essentiel de toute façon, parce que sinon. La passion. Ouais, voilà, c'est ça. La passion était partie, voilà. Je pense que quand tu arrives à avoir ce train de vie, boxer, maintenant, je pense qu'au départ, c'était comme un curé, c'était un acteur, c'est une révélation. Voilà. Moi, à un moment donné, je te dis, avec moi, quand j'étais plus barré dans le cinéma, même là-dedans, moi, j'aimais donner de la vie à des mots. Pour moi, c'était, je n'ai pas été super loin, j'ai été jusqu'à 18 ans, avec 18 ans et demi à l'école, j'ai pas été super loin. J'ai commencé à lire. Je me rappelle, non, mais tu t'es toujours intéressé à la culture. Ouais, toujours. Ça, je suis curieux. C'est évident. Après, il y a Clovis qui me dit, Nana, qui tient, Clovis Cornillac. Cornillac qui me dit, viens me voir au théâtre, et puis ceci. Et après, moi de donner
je vais pas des super grandes scènes, mais de donner des démos qui sont avec des virgules, des points. J'ai appris que si tu changeais la ponctuation, bah, tu pouvais changer le personnage. Et ça m'a plu. Et comme j'ai un petit côté un peu perroquet, ou imitateur, un peu caméléon, ça m'a plu de me travestir. Voilà. Donc j'étais plus barré là-dedans. Et là-bas, j'étais un peu sur le côté. En la connaissant, la Hollande, là, c'est revenu. C'est revenu. Donc, d'où ce concept de reborn, de renaissance. Et on va regarder là, maintenant, justement, un des épisodes. Hein. Vous êtes ensemble à Las Vegas et tu rencontres Vanderlei Silva. Voilà, alors, ça, c'est sympa parce que ça aussi, c'est des grands moments. C'est un partage. Comment c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, lui-même beaucoup. C'est vraiment son fils avait des cassettes, des DVD, moi, c'était rigolo. Et là-bas, j'ai rencontré un ami de 10 ans on l'appelle Kamel Tatou, tu vois, qui, lui, s'entraîne là-bas, qui travaille pour les Saoudiens, qui travaille pour les Russes et tout. Et puis, voilà, c'était une rebound dans tout. Voilà, sauf qu'à la fin, ça nous a porté malheur parce que on me diagnostique une hernie C6, C7, plus la déchirure. Parce que j'allais à la base pour ma fille, parce qu'elle voulait voir là où se tournent les séries. Et on m'appelle peut-être 2-3 semaines avant, on me dit voilà, il y a le KSW, on a besoin de toi, tu veux boxer, tout super, j'ai envie d'y aller, pour faire du sol et tout. Je voulais, j'avais vraiment envie. Malheureusement, le reburn, Mais c'est pas grave parce qu'en fait, le reborn, en fait, il y a tellement de choses intéressantes à raconter dans sa vie, tellement de choses, mais aussi tellement de rencontres, de gens, de tellement de choses que j'ai envie de montrer à tout le monde parce que c'est de le partager, c'est ça la beauté de la chose, c'est de le partager, c'est pas que de le garder pour soi. Donc le Reborn, c'est ça, c'est qu'à chaque semaine, je fais un condensé un peu de toutes les meilleures rencontres, de tous les meilleurs moments, les plus forts. J'ai depuis 15 ans, depuis l'époque de Koweït. Fabrice Alouche, voilà, génial. Donc on a passé beaucoup de temps avec lui. Donc les Reborn, pour moi, c'était pour le plaisir, pour faire partager à tout le monde. Donc voilà, un par semaine, pendant 5 semaines. Voilà, donc c'est un condensé de tout ce qu'on a vécu. Et puis on a vraiment l'impression que le but a été atteint, quoi, qu'il y a une renaissance. Ouais. Je l'ai senti le 31 décembre. Mais oui, le 31 décembre, voilà, cette renaissance, elle est installée en toi, Jérôme. Et effectivement, eh bien, c'est l'explosion. Voilà, c'est ce combat contre Koichi Pettas. Mais ce soir-là, c'était n'importe qui. J'avais pas la pression, parce qu'honnêtement, maintenant, on peut le dire. J'ai eu la pression, c'est en redescendant. Je me suis dit, mais attends, imagine que j'aurais fait un combat encore de merde, là. Tu as vraiment pensé ça? Après. Parce que là-dedans, j'ai un bon mec qui m'a échauffé, mon pote de grappling, tout ça. Ahmed, il était là et il m'a échauffé tout en... Tiens, on est monté comme ça de 0 à 100, bien. J'étais bien, voilà. Il n'y a aucun moment, enfin jusqu'au dernier moment, j'arrive, je suis malade, je vomis. Les docteurs viennent me chercher mes prises de sang, mon encéphalogramme. 2 minutes, 2 secondes, je suis en train de vomir. Je remplis, hop. Je m'en reviens 2 heures à l'hôpital pour remettre du sel. Ah ouais. Non, mais attends, ah oui, t'étais en déshydratation. Depuis qu'on a commencé Reburn, I have only shit. J'ai que de la merde. J'ai que des malchances. 2 jours avant le combat du 31 décembre, on était encore à l'hôpital parce qu'il y avait encore, on ne sait pas trop ce qu'il y avait, ils vomissaient et tout. Mais on n'était pas surpris en fait. On n'était pas surpris. C'est ça, vous étiez dans cette direction, tout se passait mal. Non, mais depuis le mois d'août, c'est ça. Malheureusement. Mais le 31 décembre, il y a eu l'arrêt. Mon père qui décède 2 semaines avant de partir au Japon. Le temps, toutes les papiers qu'on doit faire, les gens étaient sympas, les notaires, même ceux qui l'ont enterré me disent on attend que tu reviens. Merci, mais quand même, tu pars là-bas. Bon, et jusque-là, et le jour où est-ce qu'on commence, enfin l'après-midi où on s'échauffe dans les vestiaires, j'ai senti comme avant. Tu sais, ce poids que tu as dans l'estomac et qui tout doucement, il diffuse dans ton corps. Et là, qu'avant, ça restait toujours là. Faut pas que je fasse de merde. Bon, alors attends, écoute, donc là, on va sauver les meubles, voilà. Alors que là, au contraire, ça me suit depuis 3 ans. Tu as retrouvé ton self, quoi. Tu t'es retrouvé, c'est ça. Alors justement, on va en parler de ce combat, notamment de l'entrée et tout, parce que ce sont toujours des grands moments au Japon, on sait. C'est entrée, on rentre tous les deux, on se croit dans la discothèque, on rentre tous les deux au même... voilà, c'est ça. Il y a un DJ qui est sur le côté. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, eh bien... moi, je vous propose maintenant qu'on suive le combat du Dream avec aux commentaires, en live, là, tout de suite, Jérôme Le Banner et Pascal Igliki. Vous allez nous commenter donc le combat contre Koichi Pettas. Messieurs, c'est à vous.
Eh bien, en effet, nous nous retrouvons dans l'arena de Saitama dans la banlieue de Tokyo. Jérôme, quel effet de se retrouver devant plus de 25 000 spectateurs pour disputer un combat de kickboxing? Ça sentait l'époque du K1, les mêmes odeurs, à l'époque du bon K1, voilà, c'est ça. Comment t'es là? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Tu vois, là, on voit le speaker qui annonce le combat, là, t'es dans le Là, start du bloc. voilà, on est forcément depuis 30 minutes, parce qu'ils croient qu'on va partir. On est dans l'espèce de bloc et on s'échauffe. Et là, je m'échauffe avec mon ami Nicolas Vernon et Ahmed, du grappling, de la team Don't Panic. Et tu t'échauffes de quelle façon? Parce que voilà. Cette fois-ci, justement, d'une autre façon. Dis-moi. Parce que je suis quelqu'un normalement, je suis un V12. Voilà. J'étais. Et donc, voilà, et on m'a dit, on va pas perdre son énergie, mais on va échauffer le muscle. En plus, la dame qui parle, là, je l'adore. Je trouve que la Castafiore, elle a une super voix, cette meuf. Ça me rappelle le Pride. Donc là, on voit arriver bien évidemment Koshi Pétas. Alors pourquoi Pétas? Parce que bien évidemment, il est entraîné et coaché par Nicolas Pétas, que tu connais tout particulièrement, puisque tu l'as rencontré en 2000, je crois, à Nagoya lors d'un tournoi. Et le combat s'était passé un petit peu bizarrement. Hein. Tu l'avais mis KO dans la deuxième reprise, il s'est relevé, il n'était pas content, il est revenu vers toi, parce que ces images ont fait le tour du monde. Et il essaie de te mettre une droite et tu le repousses pour la deuxième fois. C'est ça. Et donc je crois, alors pourquoi ils t'ont mis cet adversaire? Je crois qu'il voulait un petit peu venger son entraîneur, c'est ça? C'est ça. Hein, je pense qu'ils se sont dit, vu les derniers résultats que j'avais, on va essayer de monter un Japon. Voilà. D'accord, ok. Donc là, on voit donc les derniers moments de l'arrivée de Nicolas Pétas. Et enfin, voilà, donc ton arrivée accompagné, on voit Nicolas Vermont, Nicolas t-shirt Vermont, rouge. voilà. Thomas Rick, bien évidemment. Et mon t-shirt de Inoki, parce que malgré que ce soit le Rims, je voulais leur mettre une petite quenelle légère et en mettant mon pote Inoki, voilà. Rendre hommage à Inoki, qui faisait une autre soirée dans le stade des sumo avec mon pote Satoshi Ishii. Et forcément, il m'avait dit, s'il te plaît, Jérôme, on te laisse aller là-bas, on t'en veut pas, mais s'il te plaît, représente monsieur Inoki. J'ai dit, let's go. D'accord, là on sent, t'as envie d'y aller, là, t'es prêt à aller au combat, motivé comme jamais. Bien motivé. Ouais, il faut que je me batte. C'était une bataille contre moi-même. Ouais. Ouais, depuis 3 ans, c'était la merde avec moi-même. Puis attends, on entend le speaker, c'est un. Oh, dans ce côté-là, t'entends plus. Hein. Tu n'entends pas le speaker? Non. T'es dedans là, t'es déjà dans le combat? Je suis dedans. Ouais. Bon, c'est rien. Donc là, on part pour 3 rounds de 3 minutes ou 3 rounds de 2? Non, c'était 3 rounds de 3 minutes. C'est pour ça que je démarre normalement, parce que je me dis, hop, je reste que les jeunes, là. 3 rounds de 3 minutes. Les jeunes. Je me dis, il faut pas que je perde faut pas que je casse une bielle au premier. Ah, bien évidemment, ceux qui. Ah, je m'étais vraiment bien entraîné pour ce fight. Alors, bien évidemment, arbitré par monsieur Yop Ubeda, papa d'un très grand champion, Père Ubeda, qui nous a fait de très belles soirées, que ce soit à Marseille ou à Coubertin, un petit peu dans le monde, évidemment, un spécialiste du coup de pierre tourné, un garçon qui a dû certainement pratiquer le taekwondo de nombreuses années. On l'appelait l'hélicoptère volant. Bah, maintenant, son papa est devenu plus célèbre que le fils. Alors ça, voilà, les dernières recommandations de l'arbitre, Jérôme. Elle ne te regarde pas dans les yeux, Koshi. Je suis une petite tape à Nicolas Pétas. Ouais. Allez, on va partir pour cette première reprise. Alors, là, tu as envie de partir, comment t'es? Tu te dis, je pars doucement, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, comment ça se passe dans ta tête? Ou t'as pas de stratégie pour le moment? La vérité, je ne me rappelle plus. D'accord. J'ai pas envie de combattre, donc je ne me rappelle plus. Eh bien, écoute, tu vas le découvrir en même temps que nous. Allez, première reprise. Bien évidemment, Jérôme Le Banner, grand rouge, Koshi Pétas, les grands bleus, c'est pour ceux qui, bien évidemment, ne te connaîtraient pas. Allez. Il tapait bien avec sa jambe avant. Ouais. Ouais. Alors je me rappelle que le glisse, je me suis plaint le lendemain, à l'époque moi, le ring glissait énormément. Ouais. Donc pour les enchaînements point-pied, quand tu mettais les points, c'était très très difficile à viser. On voit d'ailleurs, pour les appuis, c'était un petit peu compliqué. Dur. Alors, bien évidemment, on le voit, la garde classique de Jérôme Le Banner en gaucher, alors que tu es droitier, bien évidemment. Tu avances tout de suite très très bon, tu travailles très très bien en zone basse. Attention, très bonne jambe arrière. Mais là, on le voit tout de suite derrière, belle réaction. Normalement, il manque un coup, tu vois. Normalement, il manque. Voilà. La jambe arrière. Par contre, là, je sais que la jambe arrière. En fait, tu cherches à le bloquer? On fait jauge. Tu jauges pour le moment? Voilà.
Et là, tu vois, la gauche, elle n'est pas vissée puisque la jambe, le pied n'est plus appuyé. C'est peut-être pas la bonne méthode de chercher à frapper sur un seul coup, peut-être enchaîner comme tu sais le faire quand même, hein, et ressortir peut-être avec une jambe. Comme je savais le faire, là, ça revient. C'est le bon dicton. On sent quand même que tu as envie de lâcher la gauche. Hein. Il est quand même méfiant, hein, Cauchy. Il ne reste pas face à toi, très mobile le Justement, japonais. quand ils sont méfiants comme ça me stoppe un peu quand même. Tu vois, Ça te perturbe un petit peu. Un petit peu, ouais. Toi, tu aimes les garçons qui vont de front, qui vont au combat. Bien sûr. Hein. Mais justement, c'est bien. Ça... Je suis pas très bon pour l'attente, donc je me fais. Non, très bon middle au corps, là, il est bien passé. Là, je me hein. rappelle, je l'entends faire. Et lui, à mon avis, il a dû le sentir. Un deuxième, je suis bien derrière. Là, tu prends déjà bien la mesure de Cauchy, hein, sur cette première reprise. Oh, la gauche, là, qui est encore bien rentrée. Le middle derrière, la droite. Super combinaison. Hein. Excuse-moi de t'interrompre, mais elle n'est pas vissée comme il faut. Elle n'est pas vissée. Parce que le pied gauche au sol, le pied arrière n'est pas stable. Comme tu le disais, tu glisses. En tout cas, bonne première reprise quand même. Bonne première reprise. Et là, à mon avis, ils doivent être surpris quand même dans le coin de Cauchy. Et là, Pétache, mais cette fois-ci Nicolas, il va se dire peut-être que le bannière n'est pas fini. Ouais. Hein. Alors on le voit, ce middle au corps. Superbe. Là, on entend quand même Franck Chameroy. Voilà, là, tu as vraiment travaillé sur plusieurs coups et donc là, tu le mets en difficulté. Hein. Sur un seul coup, il te voit venir. Sur plusieurs coups, tu le touches. Et on voit bien évidemment l'arbitre de ce combat très vigilant. Qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens des consignes de Tomarin? Il dit tiens, c'est 2 minutes, tu vois. Mais c'est 2 minutes. Allez, on va attaquer la deuxième reprise de ce combat. Bien évidemment, hein, ce sont des règles, on va dire, du K1, hein, puisque les saisies sont interdites, autorisation des coups de genoux directs. Je reviens par rapport aux autres combats que j'ai effectués. Bon, j'avais plus cette, tu sais, quand tu as envie de sauvegarder les meubles. Ouais. Là, je m'en foutais en fait. Tant pis. Parce qu'à chaque fois, je mettais moi-même la pression en fait. Et là, sur ce coup-là, non. Je me suis dit tant pis, parce que souvent les gens me disaient faut pas mettre KO au deuxième, au troisième, c'est une espèce de petite bureaucratie à la con là, quand j'ai mis un pied sur le ring. Et là je me suis dit tout ça m'a ramolli le. Voilà, ça m'a ramolli. Donc je perds, je préfère perdre avec un beau. M'avoir donné à 100% de ce que je pouvais, même à 110, tu vois, sans vente. En tout cas, pour le moment, voilà, tu as repris à peu près la même stratégie. Et en tout cas, cette jambe arrière, cette jambe gauche. Voilà, on la voit encore, elle fait très très mal. Belle accélération. Voilà. Ah bah, il reste pas devant, il est mobile, c'est logique. Hein, il va pas rester devant toi. Parce qu'il a quand même goûté. Alors on voit, hein, il travaille beaucoup avec cette jambe arrière, mais un petit peu inutilement, je trouve. Et même la jambe avant, tu vois qu'elle commence un petit peu. Ma jambe avant commence à. Voilà. C'est le karaté Kyokushinkai. La bombe gauche. On voit. Ouais, c'est touché. Hein. Il t'a touché sur la cuisse. Ouais, c'est cuisse, hein, ouais. Bon, on peut pas faire de mètres sans casser des yeux. En tout cas, il prend quand même beaucoup de coups. Il est secoué, encore une fois, sur cette deuxième reprise, Cauchy. Attention, par contre, là, il a passé un bon direct du droit. Ah bah, l'image de tous les Japonais, hein, c'est un véritable guerrier, de toute façon. Il avait gagné son dernier combat par KO, là, déjà, en Belgique. Ouais. Voilà, attention à cette accélération. Il se déplace bien. Bon, bien souple encore du buste, hein, en bon tronc. Hein. Tu travailles toujours, ça, l'entraînement, beaucoup? Exactement, grâce à mon entraîneur du Havre, Majid. Ouais. Ouais, d'émergence, ouais, super. Vraiment, tu as une jambe arrière, superbe. Superbe jambe arrière. On t'a un peu reproché d'ailleurs par le passé de t'en servir un petit peu moins. Et là, ce soir, on voit quand même la jambe arrière de Jérôme Le Banner, très puissante, très dévastatrice, hein, tout de même. Enfin, un peu le travail, je dirais. Tu vois, la jambe arrière, pour ensuite travailler avec les poings. C'est un peu comme ça, je crois, hein, qu'on peut voir le il me dit combat. souvent d'abord quand je tourne avec les mecs, les Iron Catinas, les SD, j'en fais très mal, même avec les protections de tibia, la jambe arrière. Et moi, c'est ce que m'avait dit Tom, hein, il m'avait dit à l'entraînement, Jérôme les fait souffrir. Ouais. Et ton mari, qui est plutôt un monsieur
plutôt avare de compliments. Hein, donc, quand tu nous dis une chose pareille, voilà, alors, on revoit, voilà, encore une fois, on voit la grimace, le rictus, hein, t'as vu, de douleur hein, de Koichi. Et là, il se pose des questions tout de même. Hein, et il se dit, mais comment je vais pouvoir arrêter le tank que tu as fait énormément mal hein, sur cette deuxième reprise. Comme la première d'ailleurs. Hein, mais c'est cette jambe arrière, vraiment. Allez, on part pour la troisième reprise. Cette rencontre hein, qui oppose donc, évidemment Jérôme, hein, le Banner, au japonais, Koichi Pétasse. Encore une fois, tu as vu cette jambe gauche. Et pourquoi je suis pas là, tu vois, c'est. Voilà. Pourquoi justement? Je pense que voilà, c'est encore la sensation du passé, de pas tout si vrai, tu vois. Voilà. Tes vieux démons peut-être qui reviennent Peut-être, parfois. bien sûr, tu pourrais les enlever en une seule fois. Parce qu'attention, là ça s'accélère tout d'un coup. Voilà. Mais on le voit, hein, dès que le japonais accepte la bagarre, tu te sens encore plus à l'aise. C'est ça. Moi j'aime bien. Il faut que j'en prenne un peu. C'est obligé. C'est ce que tu nous as toujours dit. Non. Attention à la saisie quand même, et tout de suite derrière, le direct. Ça s'accélère hein, quand même. Hein. On sent que c'est la dernière reprise. Toi, tu es en avance, le japonais doit combler son retard. Donc, bien évidemment, ça va nous faire une fin de combat très, très musclée. À mon avis, voilà, ça s'accélère. Attention à la réaction du japonais. Il a pris un crochet du droit. Ça, c'est bon. La jambe, c'est bien. Tu ressors avec la jambe arrière. Encore une deuxième fois. Là, il a très mal, Koichi. Il a accepté l'épreuve de force, mais il a dû y laisser beaucoup d'énergie. Il a pris des coups. Hein. Ça glisse. Oh, attention à cette gauche que tu viens de lui passer. Crochet du droit. Le middle. Ah, ça devient quand même de plus en plus compliqué hein, pour Koichi. Qu'est-ce que tu penses à ce moment tout de suite là derrière? Bam! Superbe droite. Et là, bien évidemment, quand on prend une droite comme ça de Jérôme Le Banner, on ne se relève pas. Est-ce que tu penses à ce moment-là qu'il ne va pas se relever, bien évidemment? Là, je regarde. Ah bah. Quand on tombe comme ça sur le côté, non, c'est que non. Là, je vais même pas pour lui. Là. Voilà, tout de suite là. Non, voilà, on descend un petit peu. Ça aurait été 10 ans en arrière, je me serais jeté sur le monsieur pour essayer de voir si ça allait bien quand même. Et voilà mon pote Ahmed. Ok. Non, Jérôme, en tout cas, très belle victoire. Je vais exercer. Bien évidemment, tu as fait plaisir au public japonais. Et là, on reconnaît Jérôme Le Banner qui vient quand même s'assurer que l'adversaire a bien retrouvé ses esprits. Allez, on va revoir cette droite. D'abord, bien évidemment, la glissade. Et tout de suite derrière, droite un peu crochetée, il me semble. Hein. Allez, on va la voir d'ailleurs. Bah, part sur le côté, hein. Exactement. Pointe du menton. Magnifique KO. C'est bien, c'est bon. Ça passe bien en dessous en plus. Hein. Ouais. Ça m'a fait penser un peu à Goodridge. Exactement. Non? Exactement. Exactement. Alors on voit. Ah, il le prend même sur la pommette. Hein. C'est dire quand même la puissance de frappe de Jérôme Le Banner. Les prochains adversaires sont quand même prévus. C'est ce qu'on dit là. Ah bon? Ouais. Tu vois. On a passé un bon petit moment, Jean-Paul? Alors là, c'était très très agréable, effectivement, parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que tu avais retrouvé ton self, hein, que tu t'étais retrouvé. Et là, on a cette sensation qu'on partage avec toi. Et quand tu évoques Gary Goodridge, c'était à Saitama en 2005, si ma mémoire est bonne. Eh bien, effectivement, c'est pareil. C'est la même chose. Mais là, à cette époque-là, j'étais quand même sur une... Alors, à cette époque-là, c'est vrai que tu survolais. Hein, t'étais à moi, je me rappelle, quand on avait un moniteur à côté, les mecs arrivaient avant, enfin, parce que j'étais toujours grand rouge, favori, et je voyais on voyait les images de la pesée, de la conférence de presse et tout, les mecs sûrs et tout, et plus ils avançaient vers le ring, plus elle avait la décomposition. Pas la concentration, la décomposition. Et à l'époque, c'est vrai. Ouais. Tu as un peu de nostalgie de cette époque-là? Non, tu as bien fait la part des choses? Moi, j'ai bien fait la part des choses, heureusement. Voilà. Ah non, je ne vois pas être dans 2-3 ans être un vieux con sur un banc. de mon temps.
Mais ça, ça aussi, c'est une caractéristique qui fait que les Japonais ont énormément d'estime pour toi. On entendait les commentateurs américains pendant le combat, ils disaient « Ah ben Jérôme Le Banner, il ne peut pas se déplacer dans Tokyo sans qu'il y ait une émeute, un attroupement. » Et c'est vrai, on l'a vécu, on l'a vécu, Mélissa, Pascal, on l'a tous vécu, c'est avec Jérôme. On se rappelle par exemple de deux matchs exceptionnels. Là, il s'agit de boxe anglaise, mais Tyson-Douglas, hein, quand Tyson est mis KO par Douglas, personne ne bronche. Le dôme de Tokyo. Le dôme de Tokyo, 85 000 personnes, il n'y a pas un bruit. On est là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont un peu pétrifiés parfois. Et toi, tu as réussi quand même un exploit hein, par rapport à ce public. Et je crois qu'il te donne beaucoup d'affection en retour. C'est parce que justement, tu les as amenés dans une autre dimension. C'est vrai, j'essaie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Comme tu disais, mais il leur a beaucoup donné quand même. Et ils en sont reconnaissants parce que ils trichent pas. Dans les interviews, pareil. Ils trichent pas. Et quand tu triches pas. Voilà. Alors maintenant, la question qui tue, c'est s'il n'y avait pas eu le Japon, Jérôme Le Banner, qui serait-il aujourd'hui? Là où je m'étais arrêté, je pense que j'aurais été vendeur dans un magasin de sport. Le week-end, j'aurais mis la cravate qui se détache toute seule, j'aurais été bouncer, j'aurais été garde du corps, portier. Tu aurais peut-être été à l'ouest aussi, tenter de la chance aux États-Unis plutôt qu'à l'est au Japon. Non, parce que je me rappelle, dans le garage de mes parents, j'avais une image de Jean-Claude Van Damme et j'avais une image de Bruce Lee, mais l'artiste d'arts martiaux. Et j'ai mis chacun son having your way as way, donc ayez pour chemin le vôtre. Et moi je me rappelle, les lumières ça m'intéressait pas. D'accord, JCVD il était parti à l'ouest, toi il te fallait l'est. JCVD, non, il était parti dans bout de sport et tout, ça nous a quand même fait du bien au sport de combat. Bien sûr. Le mec beau gosse, belle musculature, qui savait parler, tout ça. Et puis qui avait un charisme, parce que Jean-Claude il a un charisme. Et surtout quand il se mettait en grand écart. Grand écart, et puis même on le voyait je me rappelle, j'étais à Collioure, moi, j'étais en camping avec mes parents, je devais avoir 16 ans, et je le voyais à Collioure, il y avait quelque chose, tu vois, je me disais, putain, je suis pas là-bas, et je me rappelle, il mettait en grand écart, voilà, alors il est venu à tes combats, notamment à Las Vegas. Il avait commenté avec nous ton combat à Las Vegas. Bon, c'est quelqu'un que tu connais, que tu as fréquenté, que tu vois moins. Bah, ça, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Tu as de toute façon des relations, on le sait, artistiques. Hein. Tu aimes bien aussi Joe Star. Vous êtes vus, vous êtes suivis. Alain Delon, qui était à ton combat contre Borotov à Genève. Contre l'écho. Oui, c'est cela. Ouais, je pense. Contre l'écho. Non, mais comme, de toute façon, les artistes, de toute façon, c'est les artistes parce qu'il y en a qui peignent, la vie d'un autre, voilà, et voilà, ils peignent la vie. C'est pas que tu es spécialement attiré, c'est que c'est ta vie qui a fait que. Mon pote, c'est la première fois, on est venu, c'est le 7e art qui est venu à moi. Au départ, c'était pour aider quelqu'un. C'était pour aider quelqu'un et donc il m'avait dit s'il te plaît Jérôme, j'ai envie d'être figurant, je veux jouer dans banlieue 13, s'il te plaît passe le casting. Je passe le casting, on me donne une tartine à réciter et je me rappelle, je suis dans une grande pièce blanche. Il y a la Swan qui est tout le temps avec Luc Besson. C'était pour Luc Besson, c'était dans banlieue 13, le caméraman, le caméraman, parce que moi je pensais que Luc Besson c'est lui qui faisait le film, tu vois. Et donc il y avait un texte là, je me rappelle, c'est un texte où j'arrive dans une cité en bas, je dis alors les gars, ça se passe bien, je viens vous rendre une visite de courtoisie, et donc on mange une merguez avec le mec, et puis en fait on est une équipe qui est équipe A, équipe B, et puis on sait qu'on va se mettre dessus. J'arrive vraiment, et j'en ai rien à foutre. Je prends le truc, je sais pas mon texte et tout. Et à un moment donné, il y a Luc Besson qui arrive. Et Swan, elle me dit, ah tiens, c'est bizarre, Luc, il vient jamais pour les castings comme ça. Oh, et il me fait réciter le truc et tout. Je me rappelle une image qu'il me dit, il me dit, il faut que tu joues ce rôle-là. C'est comme si tu étais un chat dans cette pièce et on te met une souris. Dans cette pièce, tu sais qu'il n'y a pas de trou. La souris ne peut pas partir. Tu vas faire le chat. Et bien toi, tu vas être le chat. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il va faire le chat? Il me dit, le chat, il va faire quoi? Il va se lécher les pattes, il se lèche les outils, voilà. Il les prépare, parce qu'il sait qu'il a gagné. Donc toi, tu dois arriver comme ça. Je dis, avec ce texte-là, le mec, il arrive à sortir ça. Donc il m'a dit, rapprends ton texte. Donc j'y avais été. Je n'avais pas été pris parce que j'avais un agent qui avait été pris ça au-dessus de la jambe, tant pis. Et puis, et la deuxième fois, pour Astérix, c'est comment il s'appelle? C'est Thomas Langman qui m'a vu à Bercy, arrivé en gladiateur. Il me convoque. Qu'est-ce qu'il veut et tout. Est-ce que ça vous plaît de jouer dans un film? Je dis non, moi j'aime pas ça. Moi, non, je me vois pas
être dans un attendre, je sais que c'est beaucoup d'attente, tu vois. Elle me dit c'est beaucoup d'attente et en plus il y a des textes à apprendre. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas appris de poésie, la dernière fois c'était pour Besson, je dis non. Il me dit parce que je te propose, il me dit bah, je te donne le scénario de Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. Moi je dis ah bon parce que il faut que je dise des mots là-dedans. Elle me dit bah ouais t'as le 7e rôle. Ah bon. Et puis écoute, la manière dont il m'amène ça, Thomas, il me rappelle, on se voit, hein. Il y a l'époque qu'il avait Fight Killer. Et puis, il me met vraiment ça pour me dire, bah, écoute, ah bon, sur un ring, t'es bon quand même. Il me dit, écoute, là, c'est pas le 7e art, c'est pas le noble art, là, c'est le 7e art. Je dis, essaye, toi, un petit peu, allez, essaye, on va voir. Il me challenge un peu. Allez, j'apprends le texte. On arrive, il m'invite dans un studio, et on commence à faire des trucs et tout. Je vois Tipo, Gérard Depardieu arriver en Obélix. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et en fait, il faut que je dise le texte. Et j'avais encore un autre texte à faire avec Clovis. Et là, écoute. Tu t'as mis en situation directe. J'ai dû perdre 5 litres de flotte. Je devais sentir grave. Et là, il y avait même la fille d'Arzo qui était là. Et il m'a regardé, il m'a fait, moi je crois en toi. Allez, j'ai dit, let's go. Et puis j'étais pris. Ouais, ça, c'était une très belle aventure. Non, ouais, c'était bon. Ouais, c'est rigolo. Avec le tournage en Espagne. Ouais, c'est rigolo. L'amitié avec Gérard Depardieu. C'était vraiment bien. Belle chose, belle chose. Alors, ça sont des... Mélissa, je me tourne vers toi, sont des tranches de vie de Jérôme que tu vas nous faire partager dans les magazines GLB, c'est-à-dire que on est passé à autre chose, mais tous les mois, tu vas essayer en 26 minutes finalement, de nous montrer ce que vit Jérôme, comment il ressent les choses, comment il s'entraîne, puisque là c'est reparti pour une année qu'on espère très riche. Donc plein de choses, les déplacements, tu en fais toujours beaucoup. Les rencontres. Voilà, les rencontres avec les acteurs, avec les autres sportifs. Bref, c'est un ensemble très cohérent finalement sur la vie de Jérôme. Par exemple, dans l'épisode 1, donc, on retrouve Jérôme qui prépare son combat avec Thomas Rink. Et c'est sûr que maintenant, ça fait 2 ans environ qu'on voit Tom et tout ça. Donc, je l'interviewe, mais on peut peut-être un peu sentir justement tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute la relation qu'on a. Moi, c'est vrai que je le considère un peu comme mon deuxième père. Donc, c'est intéressant. Donc, je l'ai interviewé et j'ai voulu lui faire prendre justement une grande place dans cet épisode-là, parce qu'il est important pour nous. Et aussi pour le combat, mais aussi pour nous dans notre vie et tout ça. Donc dans l'épisode 1, on a Tom et on a juste le avant-combat du combat qu'on vient de voir justement. Donc le avant, toutes ces minutes un peu fébriles juste avant le combat. Donc on les retrouve en intimité avec Jérôme. Voilà, exactement. Ça, c'est l'épisode 1. Et puis voilà, chaque épisode, ce sera un petit peu une surprise. Allez, le 2, dis-nous ce qu'il va y avoir dans le 2, un petit truc là. Dans le 2, déjà, on sera à Monaco avec des enfants malades. Voilà, donc... Jérôme a fait les enfants du tsunami, maintenant ce sera les enfants malades. Après Fukushima, donc vous allez à Monaco à la rencontre d'enfants en difficulté. Invité par Pascal Metta et le prince Albert de Monaco. D'accord. Qui a vu Combat Sport il n'y a pas longtemps, et puis c'est vrai. Il a vu Combat Sport, il est tombé sur le GLB, Pascal Metta m'a appelé juste après. Il m'a dit écoute Jérôme, j'ai eu ton numéro de téléphone par Radi Barbachi, qui s'occupe de l'équipe de l'OM. Tu vois, comme quoi la boxe. Radi qui est très présent toujours dans les actions sociales avec l'urban boxing. C'est ça, voilà. Quand même, tous ceux, même Philippe Gomis, tous ceux que j'ai côtoyés, écoute, je suis content parce que grâce aux arts martiaux à la boxe, mais oui, ça leur a donné un beau fil. C'est un vecteur puissant. Mais oui, voilà, c'est ça. Ça, je suis hyper content. C'est pour ça qu'aux gens, je voudrais leur transmettre que c'est pas le sport lui-même, les résultats et tout, c'est ce que ça apporte réellement dans l'intérieur de soi-même, tu vois, c'est ça. C'est la construction que l'on peut en obtenir. Alors pas de limite pour limite, y aller à fond si tu y crois, vas-y. Mais même si tu t'entraînes pour ne pas être que champion, il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Et puis des fois, tu peux avoir beaucoup l'esprit d'être banquier, d'être avocat, et puis let's go, roll. Et même si tu n'as pas de boulot, va en chercher. Voilà, go, on y va. Voilà. Alors on va aller prendre un petit coup de chaleur là en plein hiver, ça va nous faire du bien. Je vous propose un déplacement sur l'île de la Réunion où il y avait une belle rencontre, Jérôme, tu t'en souviens, c'était contre le Canadien Novak sur le ring de Saint-Denis du petit stade de l'Est. Et on va tout de suite, revivre ce combat. C'est parti. Ambiance. L'arrivée qu'ils m'ont faite. Génial. C'est sûr, Dida, il n'a pas besoin d'une ceinture supplémentaire, mais face à ce champion du monde qui est Thomas Novak, le Canadien, qui la détient depuis 2008, eh bien, il voudrait bien
aligner une nouvelle ligne à son palmarès. JLB. Ah, ça me fait vraiment plaisir de le voir dans ces conditions-là. Vraiment, parce que c'est un garçon qui mérite, c'est un grand champion. Et maintenant, c'est vraiment une personne, très bonne personne. Alors certes, hier à la pesée, Thomas Novak et ses 110 kilos n'avait pas l'air d'être le plus grand athlète en termes physiques, pas le plus affûté, mais il possède tout de même un palmarès. On sait que dans cette catégorie-là de poids, eh ben, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. 22 victoires, 4 revers, c'est lui qui détient la ceinture. Il s'est rasé juste avant le combat. Pour cet événement, Rémi Brouillard sera l'arbitre en chef de ce championnat du monde. Poids lourd, la salle est debout, tous les portables, tous les appareils photos sont sortis. C'est marrant parce qu'il faut rentrer le challenger. Oui. Il faut rentrer le challenger après le champion. C'est la France. C'est la France. Avec une quasi batucada, avec un tonnerre d'applaudissements. Il est là depuis très longtemps. Ouais, Jérôme. Regardez l'œil de Thomas Rink, regardez l'entrée. Ah, ça fait de plaisir, ça fait Geronimo. plaisir, ça fait plaisir. Motivé. Ah, c'est superbe avec Brice Guidon également derrière. Alors on l'a vu, il le sait, il a connu des entrées devant 80 000 spectateurs au K1. Mais là, on le voit fougueux. Mais là, il est en France, il y a 4500 personnes. Et je sais que c'est un événement pour lui de revenir boxer en France. Attention. Vous avez posé la question tout à l'heure à Alan Kermorgan en disant mais pourquoi tu te sens mieux? Et on parle de 2002. Il y a 2002, c'est l'année de la blessure assez grave à l'avant-bras de Jérôme Le Banner contre Ernesto Hoost, avec 11 vis et une plaque qui lui avait été insérée dans l'avant-bras. Et là, il revient, c'est vrai, plus affûté, plus fort que jamais. 95 combats, 75 victoires en Muay Thai. Il a boxé en anglaise. Il a boxé également en mixed martial arts. Regardez-moi ce physique de rêve. Il est là. Il est préparé. Il est là, Geronimo. Il est de retour, Geronimo. He's back. Showtime. La salle est debout. On est à 150 décibels. Tout le monde est debout dans la salle. Ah, il a le regard méchant sur son adversaire. Alors on va voir, parce que Prêt à en découdre. d'habitude il a l'habitude de rentrer, d'arriver au stade 1 heure avant. Là il est là depuis 2 bonnes heures maintenant. Est-ce qu'il aura gardé son influx nerveux? Il a un regard de guerrier. Ah, le connaissant, je peux te dire qu'il l'a. Il est là pour faire son travail, il va bien le faire. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est incroyable de penser que Jérôme, il est sur le ring et il est là pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir aussi, mais il est là avant tout pour lui. Il fêtera ses 38 hivers le lendemain de Noël prochain. Et Thomas Rink a dit, Ernesto Hoost a remporté le K1 à l'âge de 40 ans. Il vous l'a dit tout à l'heure, il a dit, j'ai pas encore amené Jérôme Le Banner exactement où je voulais, pas encore à 100%. Il est pour moi à 80-90%. J'espère que ce sera suffisant face à ce Thomas Novak. Mais ensuite, on va le faire devenir un guerrier pour aller chercher le K1. Exactement. Là, ils sont en train d'écrire la première ligne je leur souhaite d'une belle histoire. Jérôme Le Havrais était parti aux 4 coins du monde, n'avait jamais un vrai entraîneur. Il a repris goût à l'entraînement à Montréal. C'est assez ironique, mais c'était lors de ce film qu'il a tourné avec Michael Youn, avec Fatal. Il a été s'entraîner avec Georges Saint-Pierre, qui est le champion de l'UFC, catégorie Walter, le Canadien. Et là, on lui a donné Phil Crew en boxe taille, on lui a donné un kiné, on lui a donné du monde. Il est fin prêt. 5 fois 3 minutes, champion du monde, c'est parti. Avec Novak, qui est sur le reculoir. L'anglaise, évidemment. Il est dessus. L'anglaise de Jérôme Le Banner, c'est ce qu'on connaît le plus chez lui. L'anglaise, il a des bonnes jambes aussi. Hein. Et oui, mais il y a eu cette petite blessure aux ischio-jambiers. J'espère qu'il ne s'en ressentira pas. Et vous le voyez, c'est la jambe gauche qui est en arrière alors qu'il est droitier. Il boxe à l'inverse. C'est le côté atypique de Jérôme qui boxe comme un gaucher. Et c'est dur pour Novak. C'est dur pour Novak. Face à un faux gaucher qui est Jérôme.
C'est déjà le patron sur le ring. Hein. Déjà, il occupe le centre du ring. Ah, il fait décaler Novak avec l'accélération ici. Attention de ne pas être trop en confiance non plus. Hein. Allez, Jérôme. Allez. Il travaille au corps avec ses crochets. Ses crochets surpuissants. Le high kick. Voilà, c'est ce qu'on appelle rentrer dans un combat. Ah, il n'y a pas eu trop d'observation. On est tout de suite dedans. Il vient fixer, hein, il vient cibler son adversaire. Il est en target en permanence là. Il a une boxe bien déliée. Il est détendu. Allez, petit coup bas. Il a reconnu. Et puis ça lui va bien, ce petit look avec les cheveux peroxydés là. On a droit à un chauffeur de salle. Hein. Avec la petite accent créole. Tel événement évidemment ici à La Réunion pour tous ces fans de sport de combat de pied-point. C'est l'événement partout. Quand Jérôme monte sur le ring, c'est partout hein, dans le monde. Hein. Allez, le crochet encore du bras avant. Tout le monde veut voir à quel niveau il est. Oh, Novak a peur. Novak a peur de la puissance, de l'impact du Français. Ouais, il se méfie. Ah, il a été touché, Novak. Il recule. C'est l'accélération du Français maintenant avec les crochets. Gauche-droite, coup de genou, même enchaînement. Il a eu le même combo. Il est touché à l'œil droit, Novak. Il a une petite larme de sang, il me semble. Et encore l'accélération ici. Attention, ça peut être la fin. L'arbitre est vigilant. L'accélération encore sur ce bras avant. Et un nouveau coup de genou. Il l'a atteint. On est en coup neutre. Il est compté. Il est compté pour la première fois. Petit hématome, Dina. Ouais. Il est déjà en train de se poser des questions là, le champion. C'est lui le champion et il se demande dans quelle galère il s'est mis. Ça fait un bout de chemin pour un Canadien en plus. Hein. De venir jusqu'ici, c'est l'autre bout du monde. Et puis c'est en train en Thaïlande, il traîne beaucoup en Thaïlande. L'avalanche va revenir. L'avalanche sauvée par le gong. Il est bien, il est bien. Il a doublé cet enchaînement. Crochet droit, crochet gauche. Coup de genou. Novak était sur le reculoir. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a eu le recul nécessaire pour bien placer sa technique. Et ça a payé. Et c'est un Thomas Rink tranquille maintenant, serein. Il voit que les choses se déroulent comme il le souhaite. Tom, avant chaque combat de ses boxeurs, est toujours, si ce n'est... au summum de l'anxiété. Exactement. Voilà l'enchaînement. Là, il cherche à le cadrer. Boum. Au haut du crâne. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est Tom qui va combattre. Et voilà encore, là il le fige dans le coin bleu, dans son coin. Ouais, Novak qui lève un œil et qui se dit non, il vaut mieux placer la garde de nouveau. Il faut savoir que même avec la garde, quand Jérôme t'envoie des droites ou des gauches, ça te sonne quand même. Donc avec une alternative, l'esquive. Et Brice Guidon, son frère d'armes, qui est là. Caméra braquée sur Thomas Novak. La deuxième reprise, quelque chose me dit que ce combat n'ira pas à la fin. Des heures, des semaines d'entraînement, rendez-vous compte. Plusieurs semaines à Amsterdam, à Zagreb en Croatie où il faisait 40 degrés, nous a dit Thomas Rink. Et il s'est entraîné au forceps. Ça, c'est des middle jambes arrière à casser un bras. C'est ce qui est arrivé justement à Jérôme face à Ernesto Hoost. Sa deuxième bête noire avec Semi Shield. Semi Shield l'a battu à 4 reprises. Il voudra sa revanche dans le K1. Le prochain K1.
Jérôme dit être tenté par l'aventure MMA également. Affaire à suivre. En tous les cas, Jérôme nous montre une belle attitude. Hein. Il est là sur le ring. C'est lui le patron. Il a remporté cette première reprise. Il attend maintenant que Novak se découvre un petit peu. Je sais pas s'il va attendre. Hein. Je suis pas sûr. Il va chercher l'ouverture. Il a l'affût. Hein. Les épaules bien levées. La garde aussi. Ouf. Le Canadien est en train de subir. Hein. Oh là là. Il est mené dans ce camp bleu encore. Avec ce bras arrière qui vient, plongeant sur Novak. Coup de genou. Middle kick encore. Bon, il varie bien avec ce low kick derrière la cuisse qui a claqué, on l'a entendu. Au niveau du genou. Très gainé Jérôme avec les bras repliés. Ouais. Il varie bien. Il cherche le foie, il va chercher le foie. Toujours son anglaise. Mais ne sous-estime pas son adversaire. Garde une garde haute. Le Banner a encaissé beaucoup de coups dans toute sa carrière. Il aime ça. Il aime prendre des coups. Il aime essuyer. Il aime prendre des coups et se faire mal. Oh, c'est lui qui est au sol. Sur un contre. Sur un contre de Novak. Oh, il se remet. Peut-être trop présomptueux, mais la Novak pourrait marquer des points dans cette deuxième reprise. Attention. C'est un champion du monde qu'il a face à lui. Il n'a pas été compté. Hein. Ouais, Novak a pris confiance. Quelle deuxième reprise. Ouais. Quelle deuxième reprise. Allez, on est en train d'œuvrer évidemment en régie pour essayer de vous remontrer ce contre de Thomas Novak, le Canadien, face à Jérôme Le Banner. On va voir Un petit d'abord. jab du gauche. On va voir d'abord comment il se sent. Alors, l'œil droit tout à l'heure touché chez Thomas Novak. On pense les plaies. Et regardez. Bras avant ici. C'est le petit jab du gauche, non? Et là, il se baisse, Thomas Novak. Il esquive. Pour l'instant, ça passe au-dessus. Oh, c'est là. Ah, c'est la droite. C'est le bras arrière qui vient chercher le visage de Jérôme Le Banner de plein fouet. Oh, attention. Jérôme s'en sort bien là parce qu'il n'a même pas été compté par l'arbitre. Hein. Il a tout de suite été chercher ce coin neutre pour reprendre un second souffle. Et du coup, on fait preuve de beaucoup plus de vigilance dans ce coin de challenger. Allez, la troisième reprise maintenant. Allez, Jérôme. Oh, il a pris une confiance considérable, Novak. Regardez, malgré ce surplus pondéral, vous l'avez dit, Dida, ça ne veut rien dire. Non. Il a des techniques. Et Jérôme, du coup, est un petit peu plus sur la réserve maintenant. Se méfie davantage. Attention avec ces crochets-là qui sortent en coup de coude aussi. Belle esquive, il est passé sous le crochet de Thomas Novak. Les deux hommes prennent davantage de distance. Là où il avait été capable de cibler le Canadien d'origine polonaise, il laisse Thomas Novak avancer davantage maintenant. Une chose est sûre, c'est que Jérôme a confiance en son anglaise. Hein.
Oui. Un low kick. Et un deuxième, bien contré ici. Pas de fioriture entre les deux hommes. On avance les points, on avance les jambes pour porter les coups. La garde plus basse d'un Jérôme qui se fait plus félin, qui avance. Oh, il l'a touché, Novak qui est sur le reculoir. Low kick encore, travail de Sapp. On retrouve la même physionomie que lors de la première reprise avec un Canadien qui recule. Allez Jérôme, cherche à le cadrer là. Le Canadien a une boxe intelligente. Hein. Très. Bon, il tourne quand même sur sa gauche. Il tourne quand même sur la gauche de Jérôme. Hein. Et oui, il s'offre à ses low kicks. Et Jérôme l'a identifié. Une feinte à gauche. Il envoie la jambe avant. Encore coincé dans le coin bleu. Ça sourit aux Français. Et Jérôme, le banner qui jouit d'une cote de popularité mais qui se fait reprendre sur cette droite encore. Ah, les deux hommes qui sont dans la distance de tir respectivement de l'un et l'autre. 1m90 pour Jérôme Le Banner, 1m92 pour Thomas Novak. Fin de la troisième reprise et l'homme qui est peut-être fan de Jeanne Masse avec son short rouge et noir, Thomas Novak, est mieux dans ce combat. C'est pas pour rien qu'il a la ceinture, hein. Et oui. Pour l'instant. Ceinture WBMF en 2008, ceinture WMA en 2009. On a cru à l'instant que ce combat serait expéditif. On n'est pas au bout de nos surprises. Tom est en train de lui montrer. Ouf. Sur la pointe du menton, ce direct du gauche qui est plus balayé. Tom qui est en train de lui montrer, Tom Haring qui est en train de montrer à Jérôme que le Canadien était assis et qu'il était fatigué. Et oui, il est toujours dans ce... Il a envie de boire et Tom Haring qui lui demande d'attendre encore un petit peu. Il est dans cette conversation et dans cette motivation perpétuelle. Est-ce que trop d'infos tue l'info à ce moment-là, Dida? On voit que Brice lui parle, Tom lui parle. On a besoin tout le temps d'entendre. Il enregistre, il enregistre, il enregistre. Et en même temps, il prend et il garde ce qu'il veut. Après, c'est à lui d'adapter ce qu'on lui demande de faire. Quatrième reprise. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru quand on a vu le début de ce combat? En tous les cas, on assiste à un beau combat, un beau retour de Jérôme. Et face à un très bon adversaire. Ah, il n'a pas n'importe qui en face de lui, il a le champion du monde. Hein. C'est vrai que Jérôme a à cœur à bien faire après 5 ans d'absence sur le territoire français. Donc de montrer une belle chose. C'est pour lui évidemment, même s'il en a vu bien d'autres, une petite source de stress supplémentaire. Vous l'avez vu dans le sujet, hein. Hors de ses bases, hors de la France, Jérôme est une star internationale. Quand j'ai demandé au chauffeur de taxi, quand je lui ai dit je vais voir Jérôme Le Banner, il savait exactement où il s'entraînait. Ah, c'était pour de vrai? Et bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Ah, comme quoi, hein. Alors qu'en France, effectivement, on le connaît pour sa carrière cinématographique avec Astérix et Cléopâtre où il joue plutôt un bon rôle. Dans Fatal récemment, cet été, sur les écrans. Mais c'est au Japon, c'est en Hollande qu'il est véritablement une star reconnue. La Hollande, c'est on va dire, la mecque de la boxe thaï en Europe. Hein. Beaucoup de grands champions hollandais. Hein, Jérôme? Il a envie d'avoir mal. Il a envie de faire mal et d'avoir mal. Ça enchaîne bien. Attention au contre. Attention à l'accélération. Il a fait toute la diagonale, Thomas Novak.
112 kilos et ça lève les jambes. Hein. Ok, oui. Allez, il vient travailler plus bas. Sous les conseils de Thomas Rennes qu'on entend scander son nom. Se met plus bas pour rentrer à l'intérieur de la longe de son adversaire. S'est affaissé un petit peu délibérément. Jérôme Le Banner. Et c'est le challenger. Et donc c'est à lui de faire le combat. Ah, c'est à lui d'aller chercher la ceinture. Bel enchaînement, bel enchaînement. C'est avec cet enchaînement qu'il a fait mal tout à l'heure. La droite est suivie aussi derrière. Il faut se méfier des comptes parce que ce Canadien-là, il remise bien. Regardez en bas à gauche de votre écran. On est à 20 secondes de la fin de cette avant-dernière reprise. On se souviendra que Jérôme Le Banner a pris une droite, n'a pas été compté. Il a pris l'ascendant dans la première reprise. Et ensuite, c'est beaucoup plus tenu entre les deux hommes. J'aime pas trop quand le Canadien est dans les cordes comme ça. Il a toujours tendance à bien esquiver le musée. Allez. Allez, comme vous dites, Dida, on se rapproche du verdict avec un Jérôme Le Banner qui a été un petit peu marqué. Toute petite hémorragie nasale, tout à fait partielle. Thomas Novak a besoin de respirer. Ça veut rien dire. Hein. Là, il est en détente. Il y a des gens qui préfèrent récupérer debout et d'autres personnes assis. Hein. Et c'est vrai que quand tu boxes et que tu vois ton adversaire assis, que toi tu es debout, ben, ça te fait un petit bien au moral. Tout est bon à prendre, vous l'avez dit. Tout est bon à prendre. Psychologiquement parlant. Allez, tout le coin là. Haring, ça remise bien. Père et fils sont en train de pousser derrière Jérôme. Voilà, il réclamait à boire depuis un bon moment. Ouais. Mais il va y aller là. Ah, il va tout donner. Pour en être sûr, il va tout donner. Ouais. Il est lucide parce qu'il discute, hein, Jérôme. Il discute tactique avec son entraîneur. Ce sont les 3 dernières minutes de ce combat et de cette soirée qui débute maintenant. C'est parti. L'heure de vérité pour Jérôme, on l'a dit, avec son tandem avec Thomas Rennes. Allez. Pour construire une nouvelle histoire, un renouveau. Finaliste du K1 en 96, en 2002. Et on en a bien besoin. C'est le plus grand champion de pied-point de ces dernières années, en tout cas chez les poids lourds. Cherche à me viser ou quoi? Ah non, j'ai dit en tout cas chez les poids lourds. T'as rajouté les poids lourds. Eh bien oui, parce que j'en ai deux. J'en ai un à mes côtés, j'en ai un devant moi. Grand champion. Allez, toujours ces cercles vers la droite de Thomas Novak. Et la boxe en avançant de Le Banner. Ça, c'est spécifique K1 chez lui. On n'a pas beaucoup vu les coups de coude chez les deux hommes. Je ne sais pas si on les a d'ailleurs beaucoup vus ou pas du tout. Le clinch. Allez, touché encore, Jérôme Le Banner. Geronimo sur le reculoir. Bien remisé. Contre les cordes. Il s'est refait une santé grâce à ce contre. Allez, Jérôme, 2 minutes. Novak nous impressionne. On a l'impression qu'il monte en puissance au fur et à mesure du combat, alors que lors des intermissions, il est à bout de souffle. Là, j'aime pas ça qu'on est dans le coin. Bon, pour l'instant, la décision sera dure à prendre. Elle sera dure à prendre. C'est sereine. Elle est touché encore là, sur la pointe du nez. JLB. Gauche-droite. Oh, bonnes esquives, bien doublé. Où en est-on au niveau du temps? Dans cette 5e reprise, il reste 1 minute. Allez, Jérôme.
C'est la dernière minute de cette soirée. Il faut emballer là. Il faut emballer contre les cordes, contre le coin bleu de ce Thomas Novak. Qu'est-ce qu'il est dur au mal. Qu'est-ce qu'il est rugueux. Il prend une avalanche de crochets. Il subit. Il est marqué. Il est touché au foie maintenant. Il se rabaisse. Le Banner ne se livre pas complètement. Il tente de travailler, tente de trouver l'ouverture. Nouvelle saisie, peut-être un passage de coup de coude. Rémi Brouillard qui sépare les deux hommes. On sera au centre du ring pour les 30 dernières secondes. Attention, attention à ces coups de genoux. Touché. Et l'accélération maintenant, ce sera la dernière. C'est maintenant ou jamais pour remporter ce combat. Les juges sont comme nous, Dida. Ils se souviennent des derniers instants. Quel combat. Et les derniers instants, c'est maintenant. Allez, Jérôme. La dernière avalanche. Allez, on finit. Oh Il oui. est touché. Oh oui. Il est touché. À 10 secondes de la fin. À 10 secondes de la fin. Jérôme Le Banner vient chercher le KO. Il vient chercher le KO. À 10 secondes de la fin. Et pour l'instant, on a un Novak qui est grandi. Qui est grandi. Quelle fin de combat. Le stade de l'Est est debout. Le Banner touché dans sa chair, touché dans son sang. Et on va aller évidemment s'enquérir de la santé, tout de suite de l'intégrité physique de Thomas Novak. Il a été touché à la pointe du menton. On le sait, c'est comme un buzzer. Ça vous endort pendant 3 ou 4 secondes. C'était chirurgical, Dida. Ah ouais, là, il n'y a rien à dire. Renvoyons avec notre analyse. Ouf, ouf. Alors, je vais demander à un staff Et ce ce géant qui s'étale de tout son long, nous étions à 10 secondes de la fin du combat. 10 secondes. Extraordinaire. Il était peut-être en train de remporter ce combat au point avec cette dernière accélération. Mais là, il n'y aura pas photo. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Nous avons avec nous Incroyable. de la Jamaïque qui aimerait venir féliciter monsieur. On va aller évidemment dans un instant recueillir les propos de Geronimo. On va vous saluer juste après. Et on veut savoir, on veut connaître son ressenti. On veut connaître son ressenti Ah ouais, c'est... avec ce ring qui est plein à craquer maintenant. Et il y en a un qui me parlait depuis 10 ans, soi-disant, on ne peut pas me boxer. Juste au combat de pomme de terre de ce soir. Viens là pour lui montrer, je suis là, maintenant tu as un choix. C'est moi le champion du monde, mon pote. Alors, comment il est là, Rino? Je sais pas si... On ne sait pas, on a un imposteur, ça fait rire Jérôme. Il y en a toujours des comme ça. On a un imposteur. Attends. Allez, on va voir l'accélération. L'accélération avec les low kicks. Gauche, droite. Et alors pour les gens qui sont là, de dos, j'ai bien l'impression qu'il s'agit de Patrice Carteron qui est là pour défier Jérôme Le Banner. Mais revoyons cet enchaînement. On est à ce moment-là à 15 secondes de la fin du combat. 11, 10. Et il s'étale de tout son long, Thomas Novak. De tout son long. Jérôme qui reste souriant, qui reste humble. Allez, petite incompréhension sur ce ring. Il y a la présence également de Brice Guidon. Et ben c'est comme ça, le sport de combat, on vient défier, on vient réclamer la ceinture, on réclame d'être le prochain adversaire. Ça fait partie du folklore.
Et Jérôme dit pas de problème, on le fera ce combat. Vous le voyez avec les signes des gants. En tout cas, Thomas Novak, ça c'est la belle image, avec son t-shirt blanc. Et Jérôme sont en train de s'acclamer. Je vois que Dida rejoint Jérôme Le Banner. On va voir si on a le temps, évidemment, de recueillir ses propos à la suite de ce combat superbe. Jérôme a le sourire. Jérôme a le sourire. Il est avec Thomas Novak. Allez, on reste avec l'émulation et on va chercher Jérôme tout de suite. Avec la ceinture. Retour sur le plateau de Combat Sport après cette petite digression du côté de la Réunion et ce très beau combat face au Canadien Novak. Jérôme, ça c'est un beau souvenir, la Réunion, parce que c'est pas le Japon, hein, la Réunion, mais c'est quand même chaleureux. Hein, l'ambiance du départ, avec ces tam-tams, ces gens qui attendaient notre arrivée depuis franchement, c'était... Depuis des années, hein, parce qu'il y avait déjà eu un faux départ et finalement ça s'était... Jérémy Lacoste, ça, non? Oui, c'est ça, c'est bien lui. Et donc ça avait bien fonctionné là à La Réunion et Novak, dur. Hein. Très dur, dur. Et malheureusement, 2 jours avant de monter sur le ring, je m'échauffe avec Tom. Tom, il me dit, vas-y, monte les jambes, on a eu 3 heures d'avion, on sait et tout. Et je me fais une déchirure. Jambe d'ischio, droit ou gauche, je ne me rappelle plus. Et heureusement qu'il y avait Alan Carmarvan qui était là à côté de moi, qui est kiné, qui m'a massé, qui s'est une rhododron fixé. Alors je sais pas, il me faisait des trucs. J'ai dit, tu masses pas, non, laisse-moi faire. Ouais, on voulait pas te dire ce que tu avais j'avais vraiment. Une grosse déchirure, j'avais un bleu, du sang. Heureusement que j'ai poursuivi. Et donc j'ai vu 2-3 fois, là ma jambe arrière ne partait pas, là les poings, mais souvent c'était bien, et le mec en voulait. Mais il était vraiment dur, vraiment, on sentait le combattant rugueux, mais finalement c'est ce qu'il te fallait à ce moment. J'adore ça. Oui, même pour les gens, voilà, c'est bien. Voilà, tu adores ça tout à l'heure lorsque tu commentais justement le dernier combat au Dream face à Koichi Petas, c'est pareil, dès que ça s'est durci, tu as dit ah là c'est bon. C'est bon, voilà. C'est vraiment ta marque ça. Voilà. Les joueurs d'échecs, ça me fait bon. Moi, je me souviens d'un combat très dur en 98, puisque tu parles d'aimer les coups, c'est ce fameux combat face à Sam Greco. Ah ouais. Un combat deux fois tapé dans le premier round, et là vraiment, Don Turner, qui était c'est la première fois où Don Turner vient au Japon, et là, Sam Greco, et là on voit 2 fois Jérôme aller au tapis. Lui, non, content presque. Ah ouais. Content presque. Il faut que je descende. Mais là, on s'est dit. Ça, c'est l'interprétation du journaliste. Hein. Content presque. Ouais. Non, on s'est dit ça va être dur. Et au deuxième round, la précision de la gauche. Tampon pété. J'ai cassé le tampon. Terminé. Fauché, et j'y arrête sa carrière. Et à ce moment-là, il y en a eu plusieurs qui ont la carrière stoppée. Matt Skelton, carrière stoppée. Greco, Francesco Filo, carrière on peut dire stoppée. Un sparring partner à Peter Hart. Combat Zigo. Tu vois. Il y a une époque où franchement. Oui. Je jouais pas au loto. Oui. Ça tombait tout seul. Hein. Moi, je me souviens un jour de ce que m'a dit Ernesto Houst, pour bien le citer, et il me parle de Jérôme, et il me dit, tu sais, Jérôme, il est battable. Mais alors, il me dit, on va souffrir. Non, mais bien sûr. Il me dit, il est battable. Mais lui, par contre, on va souffrir. Même quand je rencontre Peter Hart en 2000, en 99. Mais il y a un kick, on dirait une batte de baseball et que je le touche encore. Il y a une anecdote sur ce. On part quelques jours avant en Thaïlande. Jérôme part avec son entraîneur anglais et avec Philippe Gomis. Ouais. Et pendant les 4 jours au Japon, en Thaïlande, pardon, je lui dis attention Jérôme, hein, le high kick à Peter, faut bien lever, Oui, je vais bien lever. Le combat démarre. Tu le connais. Il prend le high kick. Hein. Non, mais attends, le problème avec Peter, c'est que tu lèves le coup arrive comme. Donc, académique, normal, ça fait ça. Lui, avec Peter, ça fait ça. Il y a un truc excellent, je pense qu'il fait. Tard baissé, et le coup arrive. C'est ça le truc. Il retombe. Il finit quand même KO Peter Hart. Et moi, j'ai l'impression d'avoir pris une batte de baseball en plein dans la nuque.
Ouais. De toute façon, on le sait que les combats face aux Hollandais, que ce soit Peter, Ernesto, on ne peut pas ne pas évoquer cette finale de K1 à laquelle tu avais accédé et tu gagnais cette finale face à Ernesto Hoost. Ouais. Juste avant que ton bras soit cassé, tu parlais de ton bras cassé au début de cette émission. Et là, les emmerdes ont commencé. Voilà, et là les emmerdes ont commencé. Tu parlais juste auparavant d'arrêt de carrière d'ex-adversaires que toi-même tu avais provoqué chez eux, l'arrêt de carrière. On peut dire que là, ce soir-là, Ernesto Hoost, sur le ring du K1, a fait des dégâts et il y a eu une très grosse remise en question. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est quoi, 10 ans, 12 ans, 15 ans plus tard? C'était quelle année avec Ernesto? 2002. Voilà, 10 ans plus tard, tu remportes encore des victoires comme celle que l'on vient de voir face à Koshi Pettas. Alors je vous propose maintenant un autre combat. On va aller du côté de Genève. On évoquait tout à l'heure Alain Delon, qui habite Genève et qui s'était volontiers rendu au gymnase du bout du monde, c'est ça Jérôme, là où tu avais boxé c'est pas l'arène, c'est pas l'arène. Notamment l'Allemand voilà, Stéphane Leko, très très beau combattant. Et puis plus récemment, c'était Oborotov, un combattant de l'Est. Quelle nationalité précisément? Je crois que c'était un Bélorusse. C'est Bélorusse qui s'entraîne en Angleterre. Voilà, qui s'entraîne du côté de Londres. Et on va suivre tout de suite ce match justement face à Oborotov. C'était sur le ring de Genève. Évidemment qu'on se lève, Dina. Évidemment que Genève est debout pour accueillir la légende. Geronimo qui continue son jubilé en plusieurs actes. Ce soir, la Levaner Series acte 1 pour trouver la nouvelle superstar est en marche. Qui va pouvoir affronter dans le futur Jérôme Le Banner? Ça, la question reste posée. Par contre, ce soir, c'est Arnold Oborotov qui a été sélectionné. Et on aimerait bien avoir une fin à la Novak qu'on a pu voir tout à l'heure. Ce combat que vous avez commenté à La Réunion il y a quelques mois. Avec un chaos spectaculaire à 10 secondes de la fin. Pourquoi pas un rendez-vous encore plus expéditif face à ce jeune boxeur. Championnat du monde de kickboxing poids lourd en 5 reprises de 2 minutes. Dans le coin rouge, vous l'avez entendu, à 5 reprises de 2 minutes. Il a été pesé à 102 kg 700, 30 combats, 25 victoires, 16 obtenus par KO. Champion de Grande-Bretagne, vainqueur du WKN Tournament 2011. Arnold Oborotov qui a un touche-à-tout. Il a combattu en Slovaquie, en Écosse, en Angleterre, en Thaïlande, en France. Et ce soir en Suisse pour peut-être le plus grand défi de sa carrière. Son adversaire, pesé à 114 kg 200, 95 combats, 75 victoires, 59 obtenus par KO. Il est le champion du monde, détenteur du titre WKM dont voici la ceinture. Sous applaudissements, Jérôme Le Banner. Incroyable réaction pour encourager Jérôme Le Banner qui va fêter ses 40 ans à la fin de l'année. À ses côtés, Thomas Rink de la team Shakuriki. Pas first interdit. No. OK? Fight. No knees, OK? No clinch, no knees. On rappelle les règles particulières. Pas de genou, pas de clinch et pas de back fist non plus. Voilà les règles à poser pour cet affrontement. On a vu Arnold Oborotov qui est resté très tendu lui aussi. Il n'a pas baissé le regard, il a tenu le regard de Le Banner, il ne s'est pas laissé impressionner. C'est déjà une belle victoire. Allez, 5 rounds de 2 minutes. Titre mondial qui est en jeu. On voit bien, Jérôme l'avait déterminé dans son regard. Ah oui, en plus, on le sait, il avait été un petit peu déçu après sa défaite face à Errol Zimmerman à Moscou en mars dernier. Où il avait perdu à la première reprise, il a été mis au sol trop rapidement. Et là, c'est un nouveau départ pour lui. Malgré son âge, 39 ans, il
il continue à se créer de nouveaux défis comme ça. Il a encore des choses à prouver. Alors on peut dire qu'il les a pas les 39 ans dans la tête. Hein. Ouais. Des nouveaux défis pour ce garçon qui a encore faim. Et Jérôme, il n'a pas d'âge, lui, il est intemporel. Il avance comme il le sent. Et ouais, ça glisse par terre sur le ring. Depuis le début, on assiste tous les combattants avec l'eau. Patinage artistique un petit peu là, faut faire attention. Sans se préparer, hein. Il y a la jambe qui va partir. En plus, ce Borotov, il est dans un système où il a rien à perdre. Parfois, ça peut être une situation un petit peu dangereuse. Pour le grand champion qui a trouvé le tournant. Attention quand même de ne pas se faire surprendre là, par cette uppercut qui est pas passé loin. Il a l'air très attentif à chacun des déplacements de Jérôme. Pour l'instant, pas de fioriture, pas de geste en trop. On en fait peu, mais on le fait bien. Allez, fin de ce premier round. Alors on n'a pas eu beaucoup de rounds d'observation depuis le début de la soirée parce que c'était des combats qui étaient prévus soit en 3, soit en 4 reprises. Est-ce que justement le fait que ce combat vedette soit prévu en 5 reprises, ça change la donne? Disons que Jérôme, avec l'expérience qu'il a, il est parti sur un premier round à tester, essayer de chatouiller son adversaire. Il connaît le travail à fournir, il sait ce qu'il doit faire. Et il est tactique et il va déclencher. Reste pas trop proche, garde ta distance avec Borotov. Les conseils de Haring. Tom Haring qui est persuadé que Borotov a peur de Jérôme. Et il a dit tu peux voir sa peur. Je l'ai pas encore. C'est sûr. Ouais, vous l'avez ressenti vraiment? Je sens qu'il n'est pas à l'aise. Hein. C'est quand tu montes face à Jérôme Le Banner, c'est que ça peut être tout repos. Hein. T'es face à une légende de la boxe vivante, tu perds des points quand même. Hein. C'est sûr. Il faut y mettre à 0 peut-être. Il a une belle poker face, notre ami Borotov. Attention, on va se faire saisir, on cherchait le big punch, on cherchait le gros coup de poing. Peut-être le fameux one punch knockout, essayer de faire retourner la tête de Borotov sur une seule frappe. Cette main gauche magique qui part de très très loin. Parce que de l'autre côté, on entend Tom Haring, ne cherche pas le knockout, fais le bruit, fais le boulot. Ça glisse, attention. Attention à ne pas prendre des coups quand même en essayant de rentrer dans la garde. Jérôme qui est un encaisseur, quelqu'un qui lâche jamais rien. Toujours sa marche en avant. Le prototype même du boxeur qui ne connaît qu'une seule direction. C'est lui qui déplace le Borotov. Position. Petite recherche dans le coin. Essaie de faire le boulot, il a touché une fois le Lituanien. Jérôme qui cherche à cadrer. Alors fait un cadre, attention. Ça monte. Oh, une petite frappe supplémentaire. Jérôme l'avait encaissé, il s'en fiche. Mais ça commence à monter en puissance. Allez, phase 2, vitesse 2. C'est que le début là. Je pense que ça va être du lourd dans les rounds suivants. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre quand même à Borotov.
C'est ce We qu'on a get envie de into voir. him. We get into him. You rocked him in the last 30 seconds. Tu y arrives, Okay? tu l'as But inquiété dans don't les get dernières 30 greedy. secondes. You hit the move. We stick it to the Tu frappes et tu bouges, tu frappes et tu bouges, tu piques et tu t'envoles. C'est ça la tactique de Borotov, hein, essayer toujours dans le déplacement en permanence. Et là, ça aurait pu faire très mal hein, dans ce coin de ring. En fait, la plus belle frappe que Borotov ait réussi à placer, c'est après le You're gong. too fast, too sharp. Ouais. But you got to stay like that. You understand? En même temps, elle était dans Yeah? l'élan, Good work, donc good work. I like it. Come on. We're doing it. We're c'était pas fait there. méchamment. Tight guard. Keep your hands up. Et le palmarès de la légende Jérôme Le Banner, double finaliste du K1 World Grand Prix. Les victoires sur tous les plus grands noms de ce milieu. Ce palmarès qui continue à être Troisième round. fleuri et peaufiné. Troisième reprise. That's it. Be fresh, sharp. Good. That's it. Be fresh. That's it. Move. That's it. Good shot. Hands up tight. That's it. Keep your hands up tight. Stick to the plan. Hit the move. That's it. Hands up. Hit the move. He's gonna swing. Come on. Stick to the plan now. He's gonna come. Le Lituanien est bien mobile. Hein. Time is gonna come. Keep moving. Il donne des problèmes à Jérôme pour le cadrer. Hey, that's it. Hands up. Le cadrer dans un coin, Jérôme. That's it. Keep moving. And move. Hey, move. That's it. Faut que Jérôme prenne son temps. Prends ton temps, Jérôme. That's it. Hands up. Tight. Good. Hey, that's it. Move. Out of the corner. I want you there. It's gas. It's gas. Come on now. Move. On a entendu des he's gassed, ça veut dire il est fatigué, il est crevé. Du côté anglais, il pense que Jérôme Le Banner n'a plus rien à offrir. Je pense qu'il se trompe. Hey, that's it. Body, body. Body. Et tout le coin du club KO Bloodline là, qui sont en train d'encourager et de pousser leur champion Borotov dans le droit chemin. Continue à faire le boulot. Et Jérôme Boulaïli, c'est un vétéran, il en a vu d'autres. Il sait comment gérer la situation. En déplacement, il faut qu'il se déplace. Borotov, c'est vraiment pour lui, là, il va se faire punir. 10 secondes. Il est pas mal ce Borotov. Il est pas mal, faut faire attention, Jérôme. Aïe aïe aïe, on le savait que ça pouvait être. Deux fois. Encore une fois. Là, cette fois, il s'excuse, hein, c'est normal, il commence à. Ah, il se prend l'avertissement, je crois. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle pour lui. Oui, on s'en doutait un petit peu parce que c'est quand même un sacré client. Hein. Avec des victoires par le passé sur Antonio de la Orden, Dave McMahon, Lyndon Knowles, Joe Colville, tous y sont passés hein, contre Borotov qui avait fait aussi une apparition remarquée dans l'émission N-Fusion de l'année dernière. Vous connaissez le concept de N-Fusion, hein, c'est la télé-réalité version Muay Thai. Juste la gauche quand tu peux. Punch in the body, kick in the body. Don't look to his head. Just come by yourself. In the body. Yeah? Okay. Et Olivier Muller avait, un des organisateurs de la soirée, avait présenté ce combat comme l'affrontement de l'élève contre le maître. Oui. Second out. Right out into the center of the ring, please. Allez, quatrième round, on va voir maintenant ce que le Lituanien a dans le ventre dans cette championship round. On y va. That's it, keep scoring. That's it, keep scoring. Hey, that's it, keep scoring. Hey, that's it, keep scoring the points. And hey, that's it, nice. Keep scoring the points. Good. That's it, hands up tight. Keep scoring the points. Il n'a pas mis l'accent sur la puissance au Borotov. Lituanien qui met des points qui sortent. Il fait juste des petites piques comme ça. Hey, that's it, good move. Keep scoring the points. Hands up tight. Hey, that's it, move. Hands up tight. It's not working, come on. Allez, middle Jean-Marie. Hey, that's il y a une différence de carrure entre les deux.
Il y a 5 cm de plus chez Oborotov en taille. Par contre, 10 kg de plus chez le Banner. Il n'a pas peur, hein. 22 ans, vous avez vu ça. Il se retrouve face au vétéran. Cette fois-ci, il est touché. La gauche 2 fois de suite. Même s'il dit qu'il n'a rien senti, je peux vous dire que ça a fait son œuvre. Il fait le boulot, Jérôme. Vous avez vu qu'il touche peu, mais quand il touche, ça fait des sacrés dégâts. Encore une fois. Allez Jérôme, faut y aller. Lituanien qui n'a pas peur, mais qui bouge beaucoup. Hein. Là, il a senti le cuir de Jérôme sur ce 4e round. Il commence à sentir la pression. Et il a dû voir aussi les dernières performances de Geronimo. Combat que vous avez commenté d'ailleurs, Dida. On a pu voir les images tout à l'heure. Il avait attendu les 10 dernières secondes avant de mettre le chaos spectaculaire face à Novak. Peut-être qu'il va nous faire une passe de 2 là. En tout cas, c'est ce qu'on espère sur Oborotov. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il a 2 minutes maintenant pour convaincre. Il sait ce qu'il doit faire. Ça peut être facile, mais bon, il faut que... Parce qu'on voit là un Borotov qui est bien motivé. C'est la 5e et dernière. Allez Jérôme, c'est la dernière, faut y aller. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette légende qui réussit à jongler toutes ses carrières et à être au top dans toutes celles-là. 5e round. 5e round, 2 minutes maintenant pour Allez convaincre. Jérôme, faut y aller. Jérôme qui a du mal à cadrer le Lituanien. Trop mobile. Il est très léger sur ses pattes en plus. Ça bouge à droite, à gauche, difficile. Touche, il sort le Lituanien. Oh là là, et en plus il se permet de toucher. La combinaison qui passe et qui l'inquiète cette fois-ci. Jérôme qui revient avec la gauche. Ça commence à accélérer et il peut se passer les trucs là. Allez Jérôme, faut lever les mains, faut lever les mains. Il répond coup pour coup. Faut pas tenir les mains, faut pas tenir les jambes Jérôme. Allez, saignement. Ah, c'est pour le nez. Docteur. On va lui essuyer ça. Il n'y a rien. Ça va. Allez, Dida, il reste moins d'1 minute là. 40 secondes, Jérôme, faut y aller. Ça va être juste. Oh! Il suffit de demander. Encore une fois, le déplacement du Lituanien qui le sauve. Il a été touché, mais tout de suite, il réussit à quitter cette position confortable. Oh, c'est pas vrai. Petite dernière pour la route, là, 20 secondes. Allez, encore. Faut faire fi de ce saignement, faut oublier ce qui s'est passé, faut y aller. Plus que 10 secondes maintenant pour ce face-à-face entre l'élève et le maître. Jérôme qui sera allé au terme. Une dernière frappe, faut y aller là. C'est pas possible, c'était les 10 dernières secondes les plus longues que j'ai jamais vues de ma vie. Et ça va se terminer là-dessus. On sera allé au terme des 5 reprises, Dida. C'est un match nul. Et la match nul. reste donc à Jérôme Le Banner. Alors ça, match nul après 5 reprises. Vous aviez fait vos paris. Et Oborotov et Le Banner qui n'ont pas réussi à terminer un vainqueur au bout de 5 reprises. La ceinture mondiale reste autour de la taille de Jérôme Le Banner.
petite surprise quand même, Adida. Un petit mot rapide avec Jérôme Le Banner. Un adversaire qui a refusé un petit peu la guerre et ça t'a embêté sur les premières reprises. Ensuite, tu as pris la meilleure, mais il a su tourner autour. Ouais, il a su être intelligent. C'est moi qui ai l'expérience, c'est moi qui suis. Et pourtant, tu lui as donné des sacrés coups. Il a... Ouais. Il est résistant, 22 ans, tu vois. Voilà. Intelligence aussi de rester dans ce combat quand il a donné 2-3 coups après le gong, tu es resté focalisé. Bah bien sûr, on est. Écoute, c'est pas. Voilà, c'est la boxe. Un coup après, ça c'est pas arrivé, c'est pas grave. La route est encore longue, Jérôme, et on va te suivre encore pendant de longs mois. Hein. On l'a compris. Ok. Merde. Merci beaucoup. Oborotov, Jérôme Le Banner, donc sur le ring de Genève. Alors Jérôme, c'était pas ton meilleur souvenir. D'ailleurs, tu es parti précipitamment du ring, tu as refusé ce soir-là la ceinture. Tu n'étais pas content de toi. Non. Non, parce que déjà la veille, l'avant-veille, c'était pas. Non, je sentais pas. Je me sentais. Il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu te sens qu'on te pousse, tu sais, qu'on te pousse. Mais c'est des petites pousses, mais on te pousse. Et t'aimes pas être poussé? Non, j'aime pas être poussé. Moi, j'aime bien. Je dirige pas comme ça, moi. Moi, je dirige comme ça. Et on y va. Cool. Et voilà. Moi, je fais pas le tac. Mais je pousse pas non plus, tu vois. J'aime pas être poussé. Donc, non. C'était pas le. Non. Tu sentais que ça t'échappait? Non, ouais, ça m'échappait. Ouais. Tout m'échappait. D'ailleurs, pour ce combat-là, on n'était pas allé à Amsterdam comme d'habitude on faisait. Non. On n'était pas allé, on était resté à la maison. Voilà, c'était. Et puis le pire, c'était Zimmerman. Voilà. Oui, bien sûr. J'avais pas envie, on m'a obligé. À Moscou, c'était. Voilà, j'avais un truc au genou, j'ai dit les gars, je peux pas. Et aux gens qui étaient autour de moi, tu leur disais ça, mais j'avais l'impression de parler à des sourds. Moi, j'ai un boxeur, Kevin Tai, là, qui va boxer dans pas de temps à Châteauroux, au Explosion Fight Night. Le 23 mars prochain. 23 mars prochain. Et ben, je sais ce que c'est. Voilà, j'étais dans l'arène. J'ai senti le sang. J'ai pris des cicatrices et j'ai senti le sang. Et là, mais le mec, tu dis, attends, ok, on fait autre chose. Voilà, on fait pas du chocolat au lait. Allez, on va faire autre chose. On va faire un petit peu. Voilà, on fabrique. Mais non. Mais alors, comment tu as réagi à tout cela, justement, l'après Oborotov? Ça a été quoi? C'est en avant, où est-ce que c'est une honte pour la boxe, d'ailleurs. Je n'en avais rien à foutre. Je suis pas touché, je m'en fous, je m'en tape, je veux rentrer chez moi. Je veux plus, laissez-moi tranquille. Je ne veux plus vous entendre parler. Vous me faites aller là où je veux pas aller. J'en ai marre. Voilà. Et moi, je suis breton. Donc, boum, voilà. Je me rappelle du gars, puis il me fait reste là, puis je m'en tape, je rigole, je m'en fous. Voilà. C'est ça. Voilà. En plus, c'était par rapport à ce que les Japonais nous devaient beaucoup d'argent. Tiens, en fait, c'était pour rien. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit la bonne chose, mais je sais pourquoi quand je t'ai vu. Ce combat-là, tu l'avais déjà fait parce que on boxe quand même pas pour rien. Et en fait, il y avait toute cette histoire d'argent. Il n'y avait plus de l'argent. Et ça me saoule. Moi, je fais pas les choses. Tiens, hier, on a tourné avec Pascal. Je demande pas d'argent. Je m'en fous. Je m'éclate dans la vie. Tu vois. Donc j'aime bien faire des choses, je suis pas non plus philanthrope, mais je suis pas du tout opportuniste. Et là on me disait fais ci, et ni pour l'argent, et puis parce qu'il y aura ce combat-là, j'en avais plus rien à foutre. Ça me faisait chier. Et Oborotov arrive au moment où là j'en ai... Voilà, c'est ça. Donc tu n'étais plus dedans finalement, Jérôme Le Banner, il était là, que c'était l'ectoplasme, le corps était là, mais il y avait le vide à l'intérieur. Pour le gosse, tu vois. Et en plus, il se barre tout le temps, on le donne vainqueur. Mais je dis, mais les gars, même ça, j'étais même te rappelé, mais attends, ils ont pas vu le même match. Et puis les gens qui disaient, mais attention, hein, faut pas le mettre KO à la troisième reprise. Hein. Et la télé, Jérôme, il y a la télé. Et j'avais le trou de mettre à zéro, tu vois. Pas là, mais tu sais, j'en avais la tension, le truc. Et puis le truc revenait de dire, ok, bon, écoute, je vais faire ce qu'il faut, mais je vais pas prendre de risque pour pas prendre de risque en boxe. Quand tu veux faire des matchs qui plaisent aux gens. Mais tu es obligé d'en prendre des risques. Ben évidemment. Tu es obligé de te mettre le cipalaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a fait table rase du passé. Jérôme Le Banner est reparti. Maintenant, voilà. Alors, un peu de tournage, de film, un petit peu. Surtout la boxe. Là, voilà, et surtout la boxe. Mais quand même, avant de conclure, on est obligé d'en parler. Il va falloir arrêter à un moment ou un autre. Bon, d'accord. Il veut pas en parler.
Oui, le corps, c'est le corps qui va me le dire. Voilà, c'est le corps. Alors aujourd'hui, le corps, bon, tu as eu ce problème cervical. C'est un autre chapitre. Quand si mon chirurgien qui dit, quand j'étais à mon chirurgien la dernière fois, je suis un point d'interrogation pour quelqu'un qui a 10 ans de carrière. vu l'hernie que j'ai, il se demande comment que j'ai pas des picots dans la main et que je puisse tourner la tête comme ça. C'est ça, parce qu'en fait, la hernie appuie sur le nerf brachial. Sur le triceps. Voilà. J'avais plus, écoute-moi bien, quand je vais le voir au mois de septembre, en plus, le déchireur, je me suis pas rendu compte, j'ai une baguette, j'ai plus rien, plus de triceps. Il jouait et voilà, et je prenais 2 kilos, je pleurais. Sauf que pendant un mois, ça c'est là que j'ai vu que mon instinct animal revenait. Je pleurais, heureusement que j'habite à la campagne, où j'habite, il n'y a personne, pas de voisins, donc je pouvais crier tous les noms de la terre, et là, 2 kilos, et 4 kilos, je pleurais, et voilà, je me rappelle la pauvre m'aider, aide-moi s'il te plaît, et voilà, et là je suis remonté à 16 kilos, et voilà. Ah bah voilà, non, on a eu un peu peur tout à l'heure avec Pascal, on s'est regardé quand tu disais on n'avait pas été s'entraîner à Amsterdam, on était resté à la maison, nous ça y est, on voyait pantoufles, peignoir et puis il bouge plus. Non, jamais. Charentaise. Jamais. Voilà, c'est ça. Jamais. Bah, bien sûr. Et en tous les cas, ça t'a certainement fait du bien car ça t'a reconstruit mentalement et aujourd'hui c'est reparti. Exactement. Voilà, eh bien Jérôme Le Banner, merci beaucoup Jérôme d'être venu. Merci, je te remercie de nous avoir donné l'opportunité, Mélissa. Voilà, puis Mélissa, bravo pour le travail. Aussi Olivier Muller, par la même occasion, qui est notre ami. Voilà, Olivier Muller, le manager, et qui a permis d'ouvrir beaucoup de portes également. Pascal Iglicki, merci beaucoup aussi de ta présence, Pascal. Plaisir. Le compagnon légendaire de Jérôme. Le pauvre, j'y vais prendre des rides quand même. Ah oui, mais en même temps, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est ça qui lui a fait garder le sourire toutes ces années. Pascal. Chacun son adrénaline. Voilà. Pas de et souci, donc, grâce à Mélissa, eh bien, on retrouvera Jérôme Le Banner dans JLB toutes les fins de mois, le dernier samedi du mois à 20h30 sur l'antenne de Combat Sport. Merci encore merci à toi, Jean-Paul, et un grand merci à Olivier Muller et à toi qui m'ont permis de réaliser ce magazine. Je suis très contente. Et puis voilà, je donne rendez-vous à tout le monde. Et puis voilà. Voilà, en tous les cas, donc on est tous très contents. J'espère que vous l'avez été également de suivre avec nous cette émission spéciale JLB. JLB qu'on retrouvera donc tous les mois sur Combat Sport. Alors, à tout le monde, merci et à très vite, à très bientôt. Au revoir. Salut.